Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, mon équipe de choc, Fred, Jérém, Julien. Salut. Et je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming et sur YouTube. Les Oscars et les Césars sont maintenant derrière nous, et l'année 2025 est à présent bien entamée. Pourtant, il nous reste encore quelques restes des Oscars, notamment A Real Pain, qui a valu à Kieran Culkin l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. On parlera également du nouveau Bong Joon-ho, le très attendu Mickey 17 avec Robert Pattinson. En rattrapage, on va parler de Becoming Led Zeppelin et de... Black Dog et The Monkey aussi. Ah, The Monkey aussi. Ah, t'as eu le temps de le voir. Ouais. En deuxième partie, Jérém fait le bilan des Oscars et des Césars. Moi, je vais vous faire jouer avec des doublages de votre enfance. Et le Joker initié par Jérém durant l'épisode précédent va se conclure ici. Oui, finalement. Et donc, comme d'habitude, on commence l'épisode par des actualités. Moi, je vais bâcler très vite mon actualité parce que ça m'est revenu comme ça cet après-midi. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. The Last of Us, il y a la saison 2 qui sort bientôt. Mais The Last of Us 3, le jeu vidéo... Ned Druckmann, il est en train de dire finalement ça va peut-être pas se faire. Ça n'a pas été officialisé, il a juste émis des doutes, non? Bah, je sais pas, quand le créateur de la série te dit que finalement ça va pas se faire. Après, à l'époque, après le 1, il avait fait oui, pour l'instant, un volume 2 n'est pas du tout envisagé, et finalement, ils l'ont fait. Hein. Continuez de me donner l'espoir, les gars. Ouais, ça, par contre, ça me ferait câbler, c'est qu'il fasse une saison 3 à la série, mais pas de jeu. Là, par Ouais. contre, Ouais. Là, Merde. Jérém. Vous souvenez-vous de Winnie the Pooh, Blood and Honey? Absolument pas, j'ai oublié ce film de ma mémoire. T'as bien fait, peut-être. Sachez que Bambi, The Reckoning, qui se déroule dans le même univers. Ça arrive cette année, et il y a un trailer qui vient tout juste de sortir. Sachez que du coup, Bambi a été traumatisé par la mort de sa mère. Et il Non. va tout faire pour se venger. Ouh. Donc ça risque de pas bien voler haut, mais bientôt Pinocchio et Peter Pan vont aussi se joindre à la partie, donc afin de finir par Poohniverse Monster Assembled, où tout ce beau monde va se réunir. Peut-être la saga la plus incompréhensible et qui a le moins de mérite d'exister, mais ça fonctionne, donc pourquoi les créateurs se priveraient? Peter Oh. Pan, ce serait génial. Hein, En vrai, j'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner le Capitaine Crochet. Ah ouais, non mais même Peter Pan lui-même est flippant. Ouais. Il rentre chez des gens la nuit, il les capture. Ah, Peter et Pan, c'est des enfants en plus. il Et tue- c'est des enfants. il tue les enfants quand ils deviennent un peu trop grands. Ah oui, c'est vrai. Dans les bouquins, il fait ça. Ouais. Donc, Ouais, mais ça va pas être très profond, hein, les gars. Ça va juste être du slasher classique. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que les films essayent de se donner de la profondeur. Et ça, c'est beau. Parce qu'ils essayent de se donner de la essayent. profondeur. Et du coup, ça le rend encore plus attendrissant et débile. Fred? On est harcelé par ça, je suis harcelé par ça sur les réseaux depuis que c'est sorti. Shrek 5, petit teaser qui est sorti sur internet. Moi, ça m'a pas choqué le nouveau design de Shrek, mais ça a choqué la plupart des fans de la saga au point de demander une pétition pour changer la tête du personnage. Ils veulent nous faire une Sonic. mais- Exactement. Bah, sauf que je trouve que c'est c'est une normal, évolution, c'est une enfin. évolution, quoi. C'est pas, y a pas Bah, de... je pense que le gros problème, c'est que le caractère de Shrek, c'est qu'il est moche, et qu'il a une 3D très moche. C'est ça qui rendait le personnage assez attendrissant. Et le fait qu'il est lissé et qu'il est rendu beaucoup plus... Ouais, après, c'est un peu daté. Beau, acceptable, oui, les voilà, graphismes exactement. de Shrek aussi. Donc, Mais il y a cette question, effectivement, et je crois que le studio a répondu qu'il était en train de réfléchir justement à Mais- pourquoi pas modifier... J'ai vu genre des refontes par des fans, tu vois. C'est pas déconnant. En vrai. Bah, ce serait écarter les yeux. Ce serait le gros problème, c'est les yeux qui sont un peu trop rapprochés. En fait, le Shrek est un peu trop amélioré. Ouais. Et c'est peut-être ça, effectivement. Je peux comprendre, effectivement, la frustration des Puis fans. l'âne est un peu trop fin. Mais bon, là, c'est du pinaillage, franchement. Oui, par rapport à Sonic qui était vraiment horrible. Ouais. Moi, le truc qui me souffle un peu, c'est la peur d'avoir un récit sur la fille de Shrek et Shrek qui comprend pas, qui est surprotecteur et qu'elle s'enfuit. Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment la même histoire que l'âge de glace, par exemple, oh là là. Je pense pas, ils ont quand même Shrek derrière, quoi. C'est Shrek. Shrek, c'est Ouais, la mais- saga qui a fait DreamWorks. Ouais, mais bon, Shrek, la moitié des films est moyen. Ah, le 3-4 Ouais. Oui, ça Bon, le 4 est bien en vrai. Le 3. Le 3 est très nul. Et Julien? on pourra bientôt manger une bouillabaisse pendant sa séance de ciné. Non, je dis n'importe Non, quoi. Non, c'est juste que la Cinémathèque française ouvre une antenne à Marseille. Entre Voilà. le tricot et la bouillabaisse, mec, Ouais, c'est Non, ça. mais je me suis dit peut-être que ça peut passer, mais non, plus sérieusement, juste la Cinémathèque française ouvre une antenne à Marseille, voilà. C'est pas déconnant, c'est vraiment pas Voilà. déconnant vu Alors, comment Marseille se développe. en Pourquoi termes pas à de salles. Lyon, par exemple? Parce que Lyon, il y a déjà l'Institut Lumière, donc Mhm. pas de nécessité, mais par contre à Marseille, il n'y a pas de grand établissement de cinéma en termes de Exact. conservation du patrimoine, donc ils vont ouvrir une antenne, tout simplement. Parce qu'il y a à savoir que Paris, je pense que c'est la ville qui a le plus de cinéma au monde, peut-être. Ah ouais Peut-être pas au monde, mais bon, en tout cas en Europe, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont vraiment ce truc maintenant de tout lancer aussi à Marseille et que ça se lance vraiment Marseille. Avec Cinéfabrique en plus. Cinéfabrique, t'as plein de cinémas qui viennent d'ouvrir. Non, ça se développe là-bas. Ok. Donc bientôt Marseille, la ville du rap et du cinéma. C'était le film des Oscars qu'on n'avait pas pu traiter puisqu'il est sorti en France peu de jours avant la cérémonie.
Jesse Eisenberg a réalisé, écrit et produit ce film sur 2 cousins faisant un voyage en Pologne sur les traces de la Shoah subie par leur grand-mère. Comme je le disais plus tôt, il a valu à Kieran Culkin un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et la question, du coup, est-ce que c'est mérité ? Tu sais, j'en avais tellement besoin. Je sais que c'est dur pour toi de quitter ton petit, mais... Moi, j'avais pas grand-chose à foutre. Je sais que ça a été dur ces derniers mois pour toi. Je voulais te dire aussi, je sais que t'es pas le mec le plus à l'aise avec les gens et... Ah bon ? Non. On y croit ? Ils sont 2 fois plus grands que toi et en métal, alors. T'es sûr que tu veux pas venir ? Non, c'est bon. Tu peux me prendre en photo? J'ai pensé à un truc. Marcia ? Merci, David. Mais c'est magnifique que tu sois là et que tu te laisses aller à autant d'audace pour moi. Merci, Ben. On va fumer un joint ? Après le décès de leur grand-mère, David et Benji, 2 cousins aux personnalités aussi désaccordées que décalées, se rendent en pèlerinage en Pologne pour en apprendre plus sur ses racines. Cependant, leur voyage initiatique aux confins de l'histoire familiale se transformera vite en visite d'un camp de concentration. En même temps, s'ils vont en Pologne, c'est un peu pour ça. Oui. Vous êtes déjà allé en Pologne ? Non, jamais. Non. Et vous avez bien aimé le film en fait ? Oui. Ah, Pas trop. oh, Moyen tiers. moyen tiers. Moi j'ai trouvé C'est- ça bien. Moi, j'ai trouvé ça même très bien. Alors, j'oscille entre le... Vraiment, genre, il y a des fulgurances et... Bon, j'ai passé un petit moment sympatoche, mais ça va pas plus loin. Ouais, c'est sympa. C'est- Putain, moi, j'ai passé ce niveau de me dire non, le film est vraiment bien, très intelligent, Ah, très. il y a des trucs où je me dis, putain, c'est quand même fort. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'était un film de vacances. Ok. Mais il y a une visite de camp de concentration au milieu. Ouais, mais en fait, il y a plus que ça parce que franchement, pour moi, il démérite pas les plusieurs prix qu'il a reçus pour meilleur scénario original, tu vois. Ah oui, par exemple. Bah, le fait de montrer vraiment que tout le monde a des fêlures et genre la comparaison entre tes problèmes personnels psychiques en comparaison à la Shoah, est-ce que ma souffrance est véritablement légitime, Mhm. real pain, faut les couilles d'aller le traiter, tu vois. Mais je trouve ça même bizarre que. Enfin, c'est cool qu'il ait gagné un Oscar, mais qu'il soit dans la catégorie second rôle, alors que finalement, le film, il se le partage, quoi. Tu vois, il est tout autant un premier rôle Carrément. que Jesse Eisenberg dans le film. Donc, mais cool qu'il ait gagné le prix. Moi j'ai adoré Kieran Culkin. C'est Ouais. vraiment grâce à lui, je pense, que le film. Et il le porte, hein. il le porte vraiment, même plus que Jesse. C'est le principe même du film. Mais moi, j'ai adoré, vraiment. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Julie? Je comprends toutes les intentions de Jesse Eisenberg dedans, mais déjà, je trouve que c'est son 2e film, il me semble. Oui. Mais je trouve que tu as toutes les maladresses que peut avoir des premiers films. En fait, je trouve que notamment en termes de montage, je trouve que ça coupe énormément. C'est très dur de suivre l'image. Et je trouve, dans ces thématiques, le fait de vouloir traiter cette idée de souffrance sur 2 échelles, cette souffrance grande au sens de la Shoah et des souffrances directement sur le deuil familial, je trouve que c'est souvent maladroit et que ça s'entremêle mal, en fait. Et on ne sait jamais vraiment où veut aller le film. Et je trouve que le film... il tombe facilement, je dirais pas que c'est du cliché, mais en fait il t'emmène souvent dans des endroits très attendus. Par exemple, je trouve que la scène du train, c'est typiquement tout ce qui fait les erreurs du film. Genre cette grande scène où ils sont justement dans un train pour aller, c'est juste un peu avant qu'ils arrivent au camp de concentration, ils sont dans un train en première classe, et donc il y a donc Benji qui fait remarquer, on est dans un train en première classe en Pologne, alors que nous, nos ancêtres, quand ils étaient dans ce train-là, ils étaient dans la souffrance. Et je trouve en fait ça très attendu, en fait. Le personnage qui te montre cette grosse anomalie, t'as l'autre personnage qui te dit, le personnage du vieux qui dit « Oh mais y a pas de souci, on s'en fout ». Et ensuite t'as ce côté grosse crise. Et voilà, je trouve que ça a du mal à trouver un sens. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je t'avoue que c'est un peu la scène qui fait un peu trop in your face, dans le sens je veux montrer que mon personnage il pense ça. Alors que ça aurait pu être plus subtil, mais d'un autre côté, ça permet à Kieran Culkin de délivrer une putain de performance de l'autre côté. Et ça te le définit surtout. C'est ça. De voir que c'est un personnage qui est totalement abusif dans tout, quoi. Quoique, t'avais eu quelques moments avant qui te le font déjà comprendre. Donc, c'est avant la scène où ils sont au niveau de la statue. Et Ah que- non, c'est après. Ah, c'est après. Tu parles de la statue ou de Où ou ils se du prennent en cimetière photo. Ouais, oui, ils se prennent en photo. C'est avant la statue. Ouais. Ouais, donc du Et coup, ensuite, voilà, ouais. tu vois, c'est vrai que ça fait un peu. Mais tu vois, c'est ça. Par exemple, c'est un des trucs que j'ai du mal à comprendre. D'un côté, au début, tu as ce personnage-là. Au moment où ils arrivent dans la statue, ils transforment ça presque comme un jeu. Le fait de se montrer avec les soldats, de repartager ce côté héroïque. Donc, tu as cette sensation que le personnage veut, à travers, malgré les horreurs de la guerre, avancer et montrer le côté positif qu'il peut avoir un voyage de groupe. Et en même temps, juste après, il reproche le manque de sérieux que peut avoir le voyage. Alors qu'il est lui-même le premier à transformer le voyage en une sorte de rire collectif. Ouais, mais c'est un peu pour montrer toute la détresse émotionnelle du personnage aussi, je pense. En fait, c'est un personnage que j'ai pas pris au sérieux. Donc, tout ce qu'il peut dire, moi, c'est un peu passé au-dessus de ma tête, quoi, tu vois. C'est effectivement, comme disait Jérém, un mec totalement paumé qui, genre, d'un côté, peut vouloir s'amuser, donner du bon, de l'amour à tout le monde, et d'un côté, se sentir super mal parce qu'il a une souffrance plus grosse que lui, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est spoilé. Enfin, quand tu sais pourquoi il est comme ça, je vais peut-être pas le dire du coup, mais quand tu sais pourquoi il est comme ça, ça peut se comprendre quand tu sais qu'il y a 6 mois plus tôt,
Il se passe qu'il est, ce qui s'est passé. Il se passe ce qui s'est passé. Tu peux comprendre à quel point il est en détresse émotionnelle et à chercher et à essayer de chercher un peu tout ce qu'il peut. Mais pour revenir sur la scène du train, pour terminer ce que je voulais dire, je trouve que c'est très bien contrebalancé par la scène plutôt légère où il laisse du coup David se dormir dans le train. Et tout. Je trouve que c'est plutôt bien contrebalancé finalement. Moi, je voulais dire que, en fait, c'est le risque quand t'as un personnage qui est aussi instable et tangible. Ce qui est censé, dans le script, être des fêlures du personnage, peut très vite se transformer en incohérence du scénario. Et c'est peut-être le travers dans lequel tombe Real Pain, c'est-à-dire que ce que nous, on peut voir comme les fêlures du personnage, toi tu le vois comme des erreurs de scénar. Mais je pense aussi que c'est le personnage même de Kieran Culkin en fait que j'ai du mal à cerner parce qu'en fait j'oscille entre un pur agacement, vraiment de l'agacement à voir ce personnage et vraiment une pure compassion envers lui, et je pense que c'est aussi ce qui est voulu, c'est-à-dire que d'un côté il est agaçant mais tu sens que derrière tout son comportement tu vois justement toutes ces fêlures, toute cette fragilité qu'il peut avoir, mais du coup c'est dur tout le long d'un film, tu es aussi entre et en oui, il est Mais saoulant mais des fois. Mais c'est ça qui est génial, c'est que du coup tu l'aimes pour ce qu'il est et en même temps t'es agacé par ce qu'il fait. mais je trouve qu'il y a peut-être un manque de dosage, tu vois, ce dosage qui te permet d'un côté, de comprendre son comportement, mais d'être toujours de son côté. Après, malgré tout, je trouve que t'as quand même de belles scènes, notamment, je pense la scène où ils sont sur le toit, le dernier scène sur le toit en train de fumer, où t'as vraiment ce retour en famille, en fait, où ils se lâchent totalement. Et aussi, je pense, la scène de la pierre devant l'appartement, sur la fin. Mais moi, à la fin, finalement, la scène qui me revient le plus, c'est la scène du dîner, vraiment le monologue de Jesse Eisenberg. Parce que justement, le personnage de Eisenberg, c'est celui sur lequel tu soupçonnes le moins d'avoir de fortes émotions, mais pourquoi il a moins d'émotions, c'est vite expliqué par le film. C'est là où la balance entre les deux trouve toute sa résonance, et pour moi, genre vraiment, dans cette scène-là, c'est celle qui a le plus d'effet sur moi, avec la scène du centre de concentration. En fait, les deux personnages, c'est de montrer deux manières de gérer une souffrance, quoi. T'en as un qui diffuse un peu sa souffrance à droite à gauche en faisant le con. Mais en même temps, il diffuse aussi le bonheur. Et en même temps, il diffuse le bonheur, et puis t'as Jesse Eisenberg qui dans le diffuse d'un coup, en fait, soudainement. Donc c'est deux manières différentes, en gros, de traiter quelqu'un qui souffre. Et la mise en scène dans tout ça, parce que moi, je trouvais ça très... c'est même voulu, même la musique, tu vois, voilà. c'est drôle, la musique, je me marrais, je me dis mais en fait il a lancé une playlist Spotify c'est très lancinant, mais comme musique. Tu vois, je pense qu'il a fait exprès justement pour créer ce contraste entre, c'est quand même des gens qui voyagent en Pologne sur les traces d'une souffrance qui est énorme, mais en même temps qui est une petite aventure, petite musique détente. Mais la musique, genre, c'est à la fois quelque chose d'assez confort, mais en même temps, genre, c'est très lancinant. À la fin, elle devient presque oppressante, cette musique, tellement, genre, elle est tout le temps là, quoi, ce piano. Ouais. Et ça fait presque la souffrance qui te revient à chaque fois. Et puis, moi, je trouve qu'on a du mal à sortir d'un effet un peu carte postale. J'utilise ce terme-là parce que c'est ce qui avait été reproché, par exemple, à Hiver à Sokcho. Et moi, justement, je trouvais que Hiver à Sokcho arrivait à dépasser ça, et c'est un peu la problématique auquel tu t'attelles en tant que réalisateur quand tu dois mettre beaucoup de paysages dans un voyage, et que on te reproche de mettre juste des plans de paysages pour faire joli, des plans touristiques. Et je trouve que pour le coup, là, dans Real Pain, on a du mal à sortir de cet effet. On est dans tel lieu, donc on monte telle image, on n'arrive pas à transcender ça. Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te poses pendant 30 secondes et il te met un plan de ça pour te dire t'as vu comment c'est beau. J'avais l'impression que c'était Office de tourisme de Pologne vous présente. Enfin, vraiment, ça m'a donné envie d'aller en Pologne. Ça veut dire qu'il a bien fait son taf. Non, mais j'ai envie d'y aller avec mon meilleur pote et d'avoir une visite guidée, parce que j'ai jamais imaginé faire une visite guidée d'une semaine. C'est drôle que vous parliez de ça, je bifurque un peu. Moi, ça me fait penser un peu à The White Lotus, la série en ce moment, qui a toujours eu cette manière depuis la saison 1 que de juxtaposer du coup des récits des personnages, des problèmes entre différents personnages, avec effectivement des plans très touristes en fait, très vacances. Je sais pas si tu l'as remarqué, Jérém, vu que tu as regardé la série, mais c'est énormément de ça, et j'ai l'impression que c'est un langage qui est accepté, qui fait partie intégrante du truc, parce que techniquement The White Lotus, c'est des personnes qui partent en vacances. Mais White Lotus, j'ai l'impression qu'on se concentre vachement plus sur les personnages, et les moments où t'as un peu des plans comme ça, c'est plus dans l'hôtel plutôt que des transitions. Plans, il y a que des plans de transition entre ça, hein. T'as que ça, genre ça. Souvent les transitions en plus, c'est pas au niveau de la mer aussi, les vagues. Exactement. Il fait beaucoup ça, je trouve. Et donc je pense que Real Pain, c'est un peu ça. Il s'est dit, je suis un film quand même qui parle de touristes qui vont dans un autre pays, donc c'est pour ça qu'on va un peu agrémenter le film. Et moi je reviens juste à la musique qui est lancinante, qui est là pendant tout le film et qui explose en fait. On revient donc à ta scène préférée, Owen, celle du repas, où en fait la musique elle se digétise, et en fait c'est Kieran Culkin qui joue du piano. Oui. Donc il y a quand même un truc qui fait que la musique qui était un peu là pour habiller l'image, finalement elle trouve un petit sens à ce moment-là. Surtout qu'elle s'interrompt pendant tout le dialogue de Eisenberg. Exactement, voilà. C'est bien, c'est un bon film. Moi, je sais pas, je pense que c'est Kieran Culkin. Il y a beaucoup de choses à creuser finalement pour un film qui est sans grande prétention dans sa mise en scène. C'est le deuxième film de Jesse Eisenberg.
Moi, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça assez surprenant qu'il ait trouvé sa place aux Oscars. Dans le sens où, justement, pour un film de Jesse Eisenberg, où tu as pas eu une énorme communication, et le fait que ce soit aussi Kieran Culkin qui ressorte avec l'Oscar, c'était inattendu pour le coup. Après, de toute façon, tous les prix des... Bon, on peut revenir un peu On en sur- parlera après, On je en pense. parlera après, voilà, mais... Jeremy Strong. Ouais, t'as Jeremy Strong. Ouais. Après, moi, j'ai bien aimé le discours de Kieran Culkin sur le fait de faire un 4e Un gosse. gosse à sa Ça, femme, ouais. J'ai beaucoup rigolé. Le petit clin d'œil en mode. Mais d'ailleurs, du coup, moi, je sors du ciné, je me dis, mais attends, mais c'est le mec de Maman, j'ai raté l'avion, donc j'étais un peu Non, paumé, c'est je le me disais, mais frère, attends, hein. c'est lui. Et là, je vois que c'est son frère. Ouais. Donc je tape un peu son nom et je vois qu'il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Je fais, mais non, c'est son frère ou c'est. Et en fait, c'est le petit. C'est que j'ai jamais vu Maman, j'ai raté l'avion. Quoi? Hein Ouah. Et du coup, moi, je découvrais que Macaulay Culkin avait un frère. Bon, le petit, C'est qui fait, waouh. le petit qui pisse au lit dans Maman, j'ai raté l'avion, bah, c'est lui. C'est Kieran Culkin. Ok. Voilà. Et Macaulay Culkin a dit j'ai pleuré en voyant mon frère gagner l'Oscar. Genre, C'est le beau. gars a pas regardé du tout la cérémonie, il a juste regardé l'extrait où son frère a gagné et il a pleuré. Bah oui, parce que lui, il a pas. Bah, il a pas fait une carrière de dingue après Maman, j'ai raté l'avion. Il est tombé dans la drogue surtout. Oui, surtout. Bon. Vous avez des choses à rajouter sur Real Pain? En fait, on dit qu'il y a des choses à creuser, mais on fait vite le tour finalement. C'est vrai qu'on fait. Bah, parce que Bah, c'est on a vrai pas que c'est parlé un. de la scène du camp de concentration non plus, mais bon, il y a des choses à dire quand même dessus. Bah aussi. après, pour cette scène-là, en fait, c'est le Il principe pouvait même, pas le aller au principe même bout, du lieu. Pour le ouais. coup, je pense que t'as même pas besoin de mise en scène, le fait juste de montrer C'est les ça. lieux, comme pouvait le faire c'est Alain Resnais, c'est ça Ouais. Mm. Nuit et brouillard. Nuit et brouillard, en fait, juste sur le lieu, ça parle de C'est soi-même. oui. c'est presque une règle qu'on connaît tous. Tu filmes là un camp de concentration, t'as pas besoin de faire de mise en scène. tu ni mets pas de son. musique. Voilà, en fait, tu mets pas de musique, t'arrêtes la musique, tu filmes Ah bah juste les- et ça, tout est là en fait. Les Ouais, lieux mais- parlent d'eux-mêmes. Oui. Le moment où Jesse Eisenberg vient mettre son épaule sur la main de. Sur le. Oh, Son vient épaule, mettre sa main sur l'épaule de Kieran Culkin et juste le. Hmm. Bah, c'est un effet simple, mais ça Puis les prend. pleurs de Kieran Culkin dans Voilà. le bus juste après, tout simplement. Qui raconte tous, ouais, tout ce qu'il a ressenti. Non, moi je pense que le film, ouais, je l'ai beaucoup aimé pour l'acteur et que je découvrais. Je me rappelle plus très bien de lui, je crois pas l'avoir vu dans d'autres films. Non plus. Pas si il a joué dans grand chose non plus. Voilà, j'ai aimé cette petite folie. Ce personnage, oui, contrasté en fait. Comme tu disais, moi j'adore les personnages que tu peux aimer et détester tout autant. Donc, J'ai une question très importante. Pour vous, il a quel âge Jesse Eisenberg? Il a pas la quarantaine Il par a hasard 40 ans. oui, il a 44. Oui, il a 41. Ah. Mais genre, moi, ça me fume. Pour moi, il Il reste reste ce le mec. petit nerd de 20-30 ans. Bah ouais, genre, il me perturbe trop ce mec. Bah, on n'a pas parlé de Jesse Eisenberg parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En fait, il reste le personnage qu'il a toujours joué, le personnage mal à l'aise, le personnage voûté, le personnage ses qui parle pas tocs. beaucoup, le personnage avec ses Ah, tocs. c'est exactement le même personnage que dans Social Network. Social Social Network, Network, ou hein. Zombieland. C'est ça. Zombieland aussi, c'est un personnage qui a des tocs dans Zombieland. Oui. Donc il a toujours ce personnage-là Très et il s'en nerd. amuse. C'est marrant, il s'en amuse alors que c'est lui qui réalise quand même, c'est lui qui écrit. Oui. Voilà. Bon, il va pas se sortir de sa zone de confort. Hein. Exact. Déjà qu'il réalise, il faut pas non plus qu'il Merde quoi. se surmène en tant qu'acteur. Oui. Non mais c'est fou de se dire que le mec, il va écrire des scénarios, il va écrire son personnage de par les films qu'il a tournés avant en fait. Mm. Tu vois. À quel point les films qu'il a tournés ont une influence sur son cinéma à lui. Ah ouais, j'avoue. Ça, j'aime bien. Ça, Ouais. ça pourrait être un sujet de mémoire. Oh. C'est con, on est On plus n'est plus étudiant. étudiant. C'est perdu. Une thèse. Non. Ouah, vache, faudra creuser là. On s'arrête là sur Real Pain. Ouais. Ok, donc Petit film, petit budget. Combien selon vous? 7 millions 6 millions. Moi, j'irais un peu moins 5, allez. 3 millions. seulement. Oh C'est pas énorme. hein. Attends, Et- t'as dit combien 5. Ah, donc t'as gagné. Donc pour un box-office mondial actuellement à 22,4 millions de dollars, donc belle rentabilité pour ce film, dont 8,3 aux US. Et pour sa première semaine en France, qui était donc celle du 26 février au 4 mars, il a fait 80 744 entrées. C'était le troisième des nouvelles sorties de la semaine, derrière À Bicyclette et le film d'animation L'Attaque des Titans. Mais il avait très peu de copies, genre 150 je crois. Donc c'est une très bonne moyenne par copie. Très peu de copies. Ouais, genre 150 je crois sur l'entièreté du territoire. Bah dis donc, ça m'étonne. Parce que j'ai eu aucun problème à le trouver. Bah, Oui, on est parisien en même temps. Ouais. On est des connards. Bobo. Pardon. On passe à du cinéma de Bobo. Ah, Bong Joon-ho. Ouais, c'est un peu... Ah, ok. Oh, C'est limite. ouais. Bon, voilà... voilà plusieurs années que Mickey 17 a été annoncé, puis repoussé, puis avancé, puis reculé, puis ravancé. Ça fait déjà 6 ans, en vrai, que Parasite s'est sorti. Ça paraît pourtant hier. Bong Joon-ho revient aux USA pour tourner de la science-fiction avec beaucoup d'humour cynique. C'est sans nous rappeler son Snowpiercer, avec ici Robert Pattinson en tête d'affiche. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Vous avez lu tout le formulaire. J'aurais dû tout lire. Eh bien, Mickey, respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air
et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi. Tous les virus. C'est bien. Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel. À demain. Pour Mickey, mourir est une habitude, car il est consommable, engagé, volontaire pour tester les dangers auxquels est soumis l'humanité. En cas de décès, il se retrouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs, mais que se passerait-il si Mickey 17 survivait à Mickey 18 ? Moi, écoute, j'étais un peu paumé, j'ai pas vu Mickey 15. Oh putain. Enfin, toi, j'arrive pas trop à suivre parce que Dingo, il était pas là. Et du coup, mais t'es drôle, mec. j'ai juste faire cette blague. Oh la vache. Voilà, désolé. Je vais bien prendre la suite, sinon. Bah vas-y. Si le but de Bong Joon-ho, c'était de faire une sorte de... Auto-caricature ? J'allais dire une sorte d'opéra comique loufoque, un peu déjanté. C'est très réussi. Par contre, si le but c'était de faire une satire engagée, c'est raté. C'est Donc, raté, mais tout dépend dans quel point de vue on se place. moi je dis raté peut-être parce que bon, c'est la Warner qui a financé son film, 150 millions de dollars. Moins que ça. Moins que ça. En tout cas, je crois, c'est ce qui avait été peut-être. C'est ce qui a été annoncé, mais ça a été mis au rabais sur les D'accord. dernières actualités. Et je sens que le film a été coupé et je me demande peut-être que ce film, est-ce que ce serait pas non plus une satire des producteurs hollywoodiens du système américain au cinéma, parce que Bong Joon-ho techniquement c'est un peu le cliché du réal coréen que les Hollywoodiens ont accepté dans leur production, qu'ils ont essayé d'assimiler pour faire du chiffre dessus, et moi je vois un peu contre le système, tu vois. Oui, tu peux le voir Tu comme peux le ça, voir un avec peu le comme ça, personnage de et Mark donc Ruffalo. Je me dis que le film, moi je sens qu'il a été coupé, je sens qu'il y a des coupes, et que du coup les producteurs se sont un peu mordus les doigts d'avoir pris Bong Joon-ho, tu vois, je sais pas. Je suis pas sûr. Enfin, moi, je pense que quand t'es Bong Joon-ho, t'arrives, je viens faire mon premier film produit aux États-Unis, parce que même Snowpiercer. Non, Snowpiercer, c'était production indépendante. Ouais. C'était Ah, mais oui. Donc, je pense qu'il revient derrière de 4 Oscars et tout. Je pense qu'il peut poser ses couilles sur la table et dire j'ai le final cut. Mm. Tu vois. Bah, ça se voit que c'est un film de Bong Joon-ho, par contre. Ah oui. Enfin, esthétiquement, non, mais thématiquement, oui. Ah, c'est ça, les thématiques de Bong Joon-ho, Esthétiquement, elles sont partout. je pense que tu penses surtout à Parasite. Parasite, c'était très formel. Chaque plan voulait dire quelque chose. Chaque plan avait une symbolique. Ouais, mais Snowpiercer, c'était ça aussi. Ouais, alors Et- que là, je trouve qu'effectivement, il se libère. Et tant pis s'il fait pas des plans qui forcément veulent dire quelque chose. Surtout que pour moi, il fait l'apanage de ce qui fait beaucoup de films de hollywoodiens en ce moment, c'est que pour capter ton attention, on va te mettre une scène qui revient plus tard dans le film. Et dans le sens peut-être critique tout ça du système hollywoodien et de comment c'est même les réalisateurs étrangers en général, qui sont pris aux États-Unis et dans lesquels on essaye de faire passer à la moulinette, ou même les réalisateurs indépendants qu'on essaie de faire mettre sur les grosses productions. Peut-être que ça rentre dans une critique. J'avais pas vu ça sous ce prisme-là, très clairement. Quand j'avais réfléchi, j'avais pas réfléchi au prisme de métafilmique du cinéma, tu vois. Mais ça peut fonctionner très clairement. Bah après, si on peut pousser la métaphore plus loin, l'idée même du consommable, c'est le blockbuster que tu répètes à l'infini, et l'imprimante, c'est l'IA. C'est l'IA qui te sort des scénarios à la chaîne. Oui, oui. Mais après, sinon, moi perso, je me suis éclaté devant le film. moi, hein. je me suis- Moi, bien c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au début. Si le but c'était de faire une fable satirique critique des États-Unis, pour moi, je dis c'est raté entre guillemets pour le côté surtout très politique des États-Unis, pour le côté hollywoodien. Sur le coup, j'y avais pas pensé et ça marche. Par contre, pour le côté juste spectacle fun, pour moi, c'est tu t'éclates très bien. hein. C'est très fourre-tout, bordélique, et parfois, l'irrévérence cache pas mal de défauts aussi. On se marre beaucoup devant le film. Ah ouais, la Mais comédie noire. si tu veux commencer à creuser, je pense que c'est très brouillon comme film. Bah, moi, je trouve Oui, que c'est- c'est la première heure, tu vois. Je pense pas que le film allait commencer par là, tu vois, à montrer quelque chose, à revenir en arrière, à revenir au présent. Ça m'a un peu perdu. C'est pour ça que je parlais de voix off et de coupe. Moi, j'ai un peu l'impression que la voix off, elle est venue cacher des coupes dans le film. C'est possible. Et ça m'a un peu dérangé. Je sais pas, moi j'ai bien aimé le fait de commencer directement dans la neige. Là, tu comprends qui meurt, tu reviens sur le pourquoi du comment. En fait, moi j'aime beaucoup le montage du film. Genre surtout les successions en fait de morts des Mickey, mais c'est drôle. Puis juste la scène avec comment il s'appelle le méchant qui fuit la terre là. Kenneth ? Non. Ah non, son pote. je sais plus. Steven Yeun, l'acteur. Non, mais tu sais le gros mafieux qui. Je sais plus comment il s'appelle. Mais Bah moi la mafieux, scène ouais. du gros mafieux avec sa tronçonneuse, moi ça m'éclate. Oui, oui. En fait c'est totalement satirique, c'est totalement second degré, c'est très humour noir, mais je trouve que ça fonctionne très bien et je trouve qu'en termes de rythme, Bong Joon-ho a rien perdu de sa maîtrise du C'est rythme. sûr. hein. Je trouve que la séquence, la grande séquence dans le pseudo meeting de Mark Ruffalo là, où ils font la pierre en deux en termes de rythme, Ah d'arrêt oui. et tout, mais c'est super bien. hein. Parce que le rythme est génial et je trouve que du coup il arrive super bien à gérer. Pour moi c'est un film parfois gênant, Mickey 17. Et je trouve que avec cette gestion du rythme qu'il a, il arrive super bien à capter la gêne. Genre surtout dans la séquence où Mickey 17 il est avec le K-Cat.
où ils sont dans la chambre de Kay, la fameuse scène où il y a Elliot Elliot Smith. Il y a Elliot Smith dans le film. Voilà. Incroyable. Et je trouve que cette scène, c'est de la gênance pure. Mais ça fonctionne à merveille. C'est très lent. En plus, la caméra, elle avance Oui, très c'est ça. lentement. Tu vois. Justement, grâce à ce mouvement, à ce mouvement très fluide et qui s'arrête jamais. Et il fait ça même sur la scène du repas juste avant. Et je trouve que tout ce moment-là, c'est de la gênance pure, mais ça fonctionne super bien et tu te marres très facilement du coup. Ce qui est impressionnant, c'est que les scènes s'enchaînent dans une sorte d'unité de temps, un peu comme ce qu'il y a avec Parasite. Tu sais, toute la séquence où à partir du moment où ils sont chez les riches, toute la famille ensemble, et d'un coup ils apprennent que les riches reviennent plus tôt que prévu. Ah oui, et donc t'as une séquence qui dure bien 25-30 minutes où ils essayent de s'échapper de la maison, puis ils redescendent chez eux, puis la maison est inondée, et t'as vraiment beaucoup d'action, mais sur une unité de temps assez restreinte. Et bah là c'est pareil, t'as Mickey qui revient, toute la séquence où il revient, il découvre que il y a un 18e, la séquence où sa copine, où Kai essaie de le draguer, sa copine se dit qu'elle va peut-être se faire un plan à 3, ensuite le repas, ensuite il revient, tu vois. Oui. Ça s'enchaîne. C'est vrai qu'en y repensant, oui, effectivement. De manière assez intense. Très, très bon, oui, non, c'est vrai que je l'avais pas marqué tellement c'était fluide en fait. Dans le récit, il se passe 3 heures, tu vois, mais à l'écran, il s'est passé 30 minutes. Comme tu disais, oui, on reconnaît que c'est du Bong Joon-ho. Je veux dire, il y a toujours eu de l'humour dans Bong Joon-ho. Même Memory of Murder, qui est quand même assez sombre. Je l'ai pas vu. Bah, t'as le côté, en fait, les flics sont des bras cassés, en fait. Exactement. Genre, les flics sont des boulets, et tu gardes toujours ce côté un peu burlesque, comme tu parlais de la scène de Parasite juste avant. Et puis on revient aussi un peu sur c'est surtout ces productions américaines, le message très écologique. Ça a toujours été. Ouais. Ça a toujours été en fait. Hein. Mais... J'ai pas vu Okja, mais je pense que c'est. Ah oui, Okja, je me demande si c'était pas du coup sa première prod américaine. Du coup, c'était Netflix. Ouais. Ah bah oui, c'est Netflix. Ouais, je c'est me demande si c'était pas celle-là. Mais après, c'est pour ça que je dis, est-ce que si son but c'était, si on regarde le film comme vraiment un gros film fourre-tout éclate, bah, oui. c'est très bien. Mais si par contre son but c'était vraiment de faire une critique des États-Unis, là je me base un peu sur ce que j'ai pu voir. Par exemple, tu regardes Criticat. Criticat, ils voient le film comme une sorte de satire de Donald Trump en fait, avec le fait que Mickey 17, ça renvoie à l'année 2017, que le film était censé sortir avant la seconde élection de Trump. Et donc il t'explique qu'en termes de ça, en fait, ça marche pas, que c'est ridicule et que c'est trop surfait. Et après, je dirais même que, est-ce que le film a besoin d'être analysé comme ça ? Pour moi, c'est vraiment un gros film d'éclate. Bah, tu peux tout y voir. Ouais, moi, je voyais une critique de la société de consommation en général. Oui, parce que fait Bong Joon-ho depuis souvent dans son voilà, cinéma. il fait souvent ça. Donc, moi, j'y voyais vraiment là-dedans, dans le sens où t'es remplaçable. Tu n'es juste qu'un rouage dans un système qui est plus grand que toi et auquel tu ne pourras rien changer. Et au final, le fait de réaffirmer que, bah non, je ne suis pas qu'un chiffre, je suis quelqu'un, avec le symbole de la spirale qui revient aussi, je trouve, dans le film. Après, je vous cache pas que là, vous sortez beaucoup d'analyses sur Trump, sur la société de consommation, moi je me dis que si le film, vous arrivez à tirer autant d'analyses et que chacune me paraît bof, enfin je suis désolé, hein, je trouve que ça prouve quand même que le film est à la fois très fourre-tout et très brouillon. Et genre, même si j'insiste sur le fait que j'ai passé un super moment, je me suis éclaté, ça n'empêche que genre c'est peut-être le Bong Joon-ho le moins subtil et le moins pertinent que j'ai vu de ceux que j'ai vus. Il a peut-être éculé au maximum tous les sujets dont il traite, et là il les a mis peut-être pas au rabais, mais la façon la plus simpliste possible. Ouais. Mais ça en fait pas pour autant un mauvais film, hein, très clairement. Mais en tout cas, ça en fait le Bong Joon-ho le moins pertinent, voilà. D'où à mon ma idée connaissance. que si on se base vraiment sur un pur film blockbuster, pour moi c'est très efficace. Si par contre on l'inscrit dans une thématique d'auteur de ce qu'est le cinéma de Bong Joon-ho, là je trouve que ça rate. Voilà. Mais après, par contre, tu vois, truc intéressant, parce que je trouve que le film qu'on peut plus mettre en comparaison, ça va être Snowpiercer, pour ce côté en fait science-fiction et film américain. Pas forcément, ce qui se passe avec des acteurs américains. Et je trouve que le défaut d'un Snowpiercer, c'est que ça faisait trop à succession de tableaux. Ah bah c'est le but du film. Ouais, mais je trouve que justement ça se sentait, ça faisait parfois trop. T'arrives dans un nouveau monde, un nouveau wagon, un nouveau monde. Alors que là, je trouve que c'est plus organique dans ce Mickey 17. Après, c'est le principe de Snowpiercer, c'est que la mise en scène se réinvente à chaque wagon. Et c'est ce qui fait que le film, tu t'ennuies jamais et qu'il est ultra intense. Alors que justement, Mickey 17, vous trouvez que le rythme était super bon. Il y a quand même un moment où je me suis dit que le film était un peu long. Tout le climax où Mickey il est en contact avec l'alien. Enfin, lui, il est l'alien et il parle avec les locaux de la planète. Je trouvais que toute cette séquence-là était un peu longue. Et j'aurais aimé que le film s'abrège un petit peu. Notamment le climax, hein. Moi j'ai pas trop compris l'épilogue. J'ai pas trop compris l'épilogue. Ouais, c'est vrai que le moment où ça se termine, tu te dis que ça finit et tu rajoutes 10-15 minutes de plus qui sont peut-être pas nécessaires. Le petit cauchemar, La conclusion sur Steven Yeun. Allez, c'est bon, film, termine-toi. Ouais, c'est vrai. Mais parlons des acteurs quand même, vous parlez de Steven Yeun et tout.
Pattinson. Pattinson, ouais. quelle performance. Il me fait marrer, hein. C'est quoi Cette fois-là, je m'appelle Mickey. Non, mais il était fait pour. Oui, c'est vrai qu'il change tout le temps sa voix, lui, en fait. Donc, Mais t'as l'impression. Ouais, non, il s'est Un amusé. Mickey. Hein. C'est ça, il a fait. Enfin, t'as l'impression que chaque Mickey a sa personnalité et je trouve qu'il le retranscrit très bien, même si c'est en quelques instants que tu le vois. Donc, Ah bah, ça prouve que c'est un très bon acteur. Rien qu'en voyant la gueule, tu fais la différence entre Mickey 17 et Mickey 18. Mickey 18, il a un regard beaucoup plus sombre, les cernes beaucoup plus accentuées. Mickey 17, il a ce regard Un peu apeuré, bené, un peu un peu bené. béné, mais ça lui va très bien à Ce qui est Robert drôle, c'est Pattinson. que du coup, c'est pas que Robert Pattinson qui a apporté ça, c'est très Bong Joon-ho d'avoir des personnages très extravagants comme ça. Quand je vois Bong Joon-ho et Parasite, etc., je sais pas, je reconnais. Quoi, je vois que dans Robert Pattinson, il y a une intention de jeu qui vient de Bong Joon-ho. Et pas forcément que lui, c'est pas lui qui a apporté que quelque chose, quoi. Pareil, Marc Ruffalo, excellent. Toni Collette, excellente comme d'hab. Ruffalo, j'ai trouvé un peu caricatural. C'est le but, caricatural, c'est mais le but. C'est le but, mais Après, c'est peut-être ça, être peut-être tout le temps dans l'excès, est-ce que ça tombe pas ça tombe dans un écueil finalement? c'est ça. Et le fait d'avoir deux personnages assez similaires entre Toni Collette et Mark Ruffalo. Après, j'aime bien le fait que Mark Ruffalo soit vraiment le politicien. Débile comme Trump, en fait. Ouais, Tu disais que c'était bête. Et puis un peu faible, tu vois, qui a besoin de que sa femme lui susurre à l'oreille ce qu'il doit faire, mais en même temps, mais non, je suis un homme quand même, tu vois. Mais Donald Trump, c'était Jeremy Strong qui lui soufflait. Mais peut-être que c'est ça, là. Après c'est peut-être les défauts d'analyse, mais peut-être avoir trop analysé sur ce prisme-là. Oui. En fait, c'est de savoir quelles étaient les intentions de Bong Joon-ho. Si par contre son cas c'est vraiment de s'inspirer de quelqu'un comme Donald Trump pour faire Mark Ruffalo, bah ça rate parce que c'est tellement excessif, ça tombe tellement dans la parodie que ça a plus du tout une quelconque visée politique en fait. Donc voilà. Mais après c'est très drôle, hein, Mais après, le late night il retrouve un peu son personnage de Poor Thing, je trouve. Oui, c'est vrai. Mark Ruffalo. Non, très extravagant. Mais l'idée du late night de Mark Ruffalo, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Mais du coup, Toni Collette, elle a pas trop l'occasion de briller, tu vois. Bah, je trouve qu'il lui laisse pas assez de place, et c'est dommage. Son petit moment avec les sauces. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est juste ça, et t'es en mode bah. Et son tapis. En fait, je pense qu'ils ont. J'ai l'impression que Bong Joon-ho s'est intéressé qu'à Robert Pattinson et Mark Ruffalo. Ouais. Au point où on a un peu laissé de côté les autres. Bah, on parle, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais celle du Comte de Monte Cristo. Anna Maria Bartolomé. Voilà, bah tu vois, finalement, à part la scène avec Elliott Smith et une autre. Non, désolé, la scène dure pas, la scène dure pas. Oui, la scène dure pas, mais voilà quoi. Et je trouve que j'ai l'impression que Bong Joon-ho était genre tout content d'avoir Robert, et puis bah voilà, on fait un film que sur Robert Pattinson. C'est vrai que Naomi Aki, j'aime bien le personnage de Naomi Aki, mais elle a pas trop l'espace pour briller, quoi. Tu vois. Et l'espace, il est donné à le fait de remonter dans le passé, de remonter au présent, de faire durer des scènes. Effectivement, il y a une bonne fluidité, mais en même temps, les personnages, malheureusement, c'est un défaut. Je pense que là, de toute façon, on l'a tous vu hier, le film il vient de sortir, mais je pense que c'est le genre de film qui, à chaud, te procure un très bon divertissement, mais qui, à froid, plus le temps va passer, plus tu vas voir les limites qu'ont le film. Type Bohemian Rhapsody? Non, pas à ce point-là non plus, mais genre que là, déjà tout ce qu'on peut dire en termes de rythme, il y a quand même des choses brouillons, etc., qui manquent des choses, parce que là, on s'est posé, on commence à en parler, mais on a tout de suite commencé avec le côté quand même très positif, et plus tu déroules, je pense que dans quelques semaines, on se rendra compte que le film est bon, mais que oui, concrètement, c'est pas du tout l'un des meilleurs Bong Joon-ho. Ni même un des meilleurs films de l'année. Hein. Ah non, clairement pas. Après, voilà, je préfère toujours voir ce genre de blockbuster-là, qui sont quand même assez sympathiques. Qui sont quand même assez innovants, je trouve, en termes... voilà, avec l'idée du Mickey 17 qui remeurt en boucle. On s'arrête là sur Mickey 17 ? D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que tu avais regardé, il est apparu au bout de combien de temps, le titre ? 30 minutes. Ouais, c'est ça. Et en parlant de chiffres ? Alors, budget, oui, au début, c'était annoncé à 150 millions, mais en fait, les derniers chiffres sont sortis, et au final, ça a été revu à la baisse, parce que c'est annoncé à 118 millions. Oh, ok. C'est rare, quand même, de réussir à couper son budget comme ça. Alors, je sais pas, est-ce que les premiers chiffres, ils avaient estimé trop haut, et donc, du coup, après, Warner a dit, non, il a coûté que ça, peut-être. Donc pour l'instant il est sorti qu'en Corée pour avoir un box-office mondial, donc pour l'instant que seulement 9 millions, mais bon il sort aux États-Unis un peu partout dans le monde cette semaine, donc on aura des chiffres plus complets voilà, à la fin de la semaine prochaine. Mais sachez que pour le premier jour en France, qui était donc le 5 mars, il a fait 65 433 entrées, c'était bien sûr le premier des sorties du jour. C'est pas mal. Je pensais qu'il allait bider, moi, le film. Ah bon ? Séance complète, moi, hier. Bien rempli, hein, Bercy. Au 9h des Halles, il était à 120. Genre 120 sièges, quoi. C'est énorme. Donc, Non, mais en même temps, il y a eu pas mal de communication. Hein. Bah, le Parasite a marché quand même. Hein. Les gens connaissent Parasite, Robert Pattinson. Mais je pensais que non. Je pensais pas que ça allait... Beaucoup d'affiches. Ouais. Beaucoup d'affiches. C'est vrai que là, partout, quoi. Ouais, si tu sais pas que Mickey 17 est en salle puis, en ce moment... pareil, il est vendu en IMAX aussi. Hein. Ah ouais ? Oui, il y a toute une com sur les séances en IMAX. Ouais, ça vaut pas le coup. Est-ce que l'IMAX, ça vaut... aussi, bon, pour certains films, je pense, mais ouais, la plupart du temps, quand on te veut une séance IMAX, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Bah, pas pour Dune 2, là, récemment, voilà, quoi.
Peut-être Avatar 3, ça va valoir le coup. Ouais. Oh ouais, tellement. Totalement. Ok, bon, on va passer au rattrapage. Alors, Jérém et moi, nous avons le documentaire sur Led Zeppelin. Fred, tu nous as dit donc tu as Black Dog et The Monkey. Je propose que tu commences par The Monkey. Parfait. Alors, The Monkey, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle, je crois bien, c'est ça, hein ? Oui. Une nouvelle de Stephen King qui a été adaptée par Osgood Perkins. Alors, je t'avoue, c'est une nouvelle tellement anodine dans la bibliographie de Stephen King que c'est une des rares que j'ai pas lue. Ah voilà, bah moi je voulais la lire, je l'ai pas lu. Ça me donne pas trop envie parce que j'ai détesté le film. Je crois que je vous ai déjà parlé de... Le Longlegs, ouais, j'allais te dire, Voilà. parce que qu'est-ce qu'il a fait, notre cher Osgood Perkins ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Longlegs, le film que j'avais pas compris la hype autour de ce film, qui était un film qui se voulait très indépendant, très expérimental, très le nouveau cinéma d'horreur et qui ne voulait rien dire. Et qui Longlegs finalement ne était très voulait rien prétentieux. dire, qui était très prétentieux, exactement. On retrouvait le Nicolas Cage qui était nul, vraiment nul. C'est très dommage pour Nicolas Cage, mais ce film est horrible. Et donc The Monkey, moi je regarde un peu la bande-annonce. Et je me rends compte que c'est une sorte de destination finale. En gros, le propos du film, c'est l'histoire de deux frères qui trouvent une espèce de singe, une sorte de... Vous voyez, les singes à cymbales. Dans Toy Story 3. Exactement, oui, c'est vrai, voilà. Mais tu vois, je pense que c'est un jouet qui a été marquant aux États-Unis. Et en gros, dès que tu l'actives, le singe tue une personne au hasard. Avec ses cymbales ou... Un peu, donc comme je disais, à la manière de destination finale, c'est que par une suite de hasard, t'as la personne qui décède. Sauf que du coup, moi, tu me présentes le film comme ça, je me dis, bah, trop bien, il y a une mort, donc il va y avoir toute une idée comment une personne va mourir de par le sort du hasard, tu vois. Sauf que le film commence comme ça. Faut Owen, tu te marres. J'ai vu la catchphrase du film. Ah C'est quoi ? C'est quoi ? Elle a crevé de rire. Tout le monde meurt. Et ça fait chier. Okay. Bah, le film fait chier. Non, mais putain. c'est juste qu'en gros, le film commence. Donc, moi, je voulais juste me marrer, voir comment ça se passe. Et donc, première mort, c'est assez marrant. Un petit truc un peu drôle avec. Ça se passe dans un restaurant et il te montre dans la bande-annonce. C'est un chef cuistot qui drague la babysitter des deux frères. Et en fait, sans faire esprit, il coupe la gorge de la babysitter avec son couteau pendant qu'il prépare à manger. Vous voyez, les sortes de restos asiatiques où la personne cuisine devant toi. Donc, c'est assez drôle. Mais en fait, la suite, c'est que des enchaînements de morts, mais sans explication du coup. Ok. Et très gore, très moche aussi. Les effets spéciaux sont horribles. C'est horrible. Et en fait, le film, c'est plus où il va, il sait plus s'il doit être drôle, s'il doit être sérieux. Les personnages, t'arrives pas à y croire, ils jouent super mal. Non, j'ai été hyper déçu. Je voulais un film un peu concon, et en fait, j'ai eu un film concon, mais qui sait même pas mettre en scène des choses connes. D'où le fait que c'est très compliqué de faire une comédie horrifique. Hein. Non, mais tu vois, genre, je me dis, la matière de The Monkey, pourquoi pas, mais là, en fait, j'espérais encore aimer son cinéma à Perkins. Je m'étais dit, bon, là, il a un produit qui est déjà fait, il peut s'amuser avec, et en fait, il en a encore fait de la merde, quoi. Est-ce que c'est aussi prétentieux que Longlegs ou pas ? Non, du coup, c'est pas prétentieux, mais il se cache derrière un humour qui marche pas, juste chiant, et ça explose dans tous les sens pour aucune raison, et t'es là en mode, ok. Je me suis plus marré devant le film parce qu'un des personnages ressemble à un de mes meilleurs amis. Genre, vraiment, j'ai pas arrêté de prendre en photo des images pour lui envoyer. Faudra que tu me les montres. Mais non, c'est pas bien, c'est très nul. D'accord. Voilà. Bah, j'avais pas envie de le voir. Moi qui comptais le voir. Ah non, c'est bah, Parce que justement, je me suis dit, Osgood Perkins et tout. Autant voilà, moi je pense autant aller voir Destination Finale qui sort bientôt pour un film concon, qui se veut concon et qui marche un peu mieux. On verra. Voilà, peut-être oui. Jérémy et moi, on a vu la dernière séance à MK2 du documentaire sur Led Zeppelin qui s'appelle Becoming Led Zeppelin. On aime beaucoup Led Zeppelin. C'est trop bien. Led Zeppelin. En fait, c'est un documentaire vraiment officiel, calibré par les membres restants du groupe que sont Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones. John Bonham n'étant plus de ce monde depuis 1980. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jérém ? C'est le documentaire le plus basique qui m'était donné de voir. Enfin, c'est le classique documentaire. Tu peux pas faire plus basique documentaire que ce documentaire. Mais quel pied d'entendre du Led Zeppelin au cinéma, bordel. C'est le but du documentaire. Mais il le fait très bien. C'est genre, t'écoutes quasiment tout Led Zepp 1 et Led Zepp 2 dans une séance de... 2h10. Dans une salle de cinéma, c'est... Wow. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ce que le film raconte, c'est... Nous avons des origines différentes, nous nous sommes rencontrés, on s'est formés, notre groupe a marché, et c'est chouette. Et on a continué à faire des albums. Genre vraiment, la conclusion de Robert Plant, c'était... la conclusion, c'est Jimmy Page qui dit, si vous avez un talent... faut l'user. Faut l'user. Voilà. Et le générique apparaît en mode, ah oui, d'accord. Mais entre-temps, voilà, t'as entendu Led Zepp 1 et 2 à fond la caisse, des performances live, de tout, et des belles restaurations 4K de certaines captations de concerts. Donc pour un très gros fan de Led Zeppelin, c'est cool. Pour un documentaire normal, bon bah ça va pas plus loin. C'est le 7 à 8 Led carrément, Zeppelin, quoi. Carrément. Mais avec
quand même des belles interventions des 3 membres restants. Et puis, il y a une séquence assez mignonne où il revoit des performances live de l'époque. Et Robert Plant étant un mec très sensible et qui a toujours la petite larme à l'œil quand tu lui évoques son ancien meilleur pote qui est John Bonham. Ça fait que, bon, quand t'es fan de Led Zeppelin... Mais bon, Led Zeppelin, c'est pas non plus le groupe de rock avec l'histoire la plus dingue. Hein. Voilà, comme le film le dit, ils se sont rencontrés, ils se sont formés, ça a bien marché. Je retiendrai la version live de Dazed and Confused. Ah ouais. Ah la vache, le pied. En entier, là, avec le solo de guitare où Jimmy Page, il sort un archet de violon. C'est fou, je comprends la référence du coup de Dazed and Confused de Linklater. Bon, après, c'est une expression. Hein. Oui, je crois en anglais. Hein. Génération rebelle en français, parce que ça passait pas le titre. Ça te permet de comprendre un petit peu mieux aussi comment compose Robert Plant, c'est-à-dire un peu avec les pieds, mais... Bah ça fonctionne. Ouais, c'est tout. Ça te rappelle à quel point Led Zepp 2 c'est un putain d'album avec plein de... Ah ouais. De trucs au niveau du mixage, etc. Jimmy Page, c'était un bon arrangeur. Hein. You make cool, baby, I'm not fool, yeah. Quand est-ce que tu nous fais du Led Zepp en live, toi? Enfin, ouais, tu l'as déjà fait. Ouais, mais chanter Robert Plant, là... C'est compliqué, hein. Bref. Et tu vas conclure avec Black Dog que j'ai vu. Et justement, hey man, said when you move, got back swift, got back. C'est ouais, chanson de Led Zepp. C'est dans Led Zepp 4, ça compte pas. Ah d'accord, mais c'est ouf. Mais oui, du coup la transition est belle, bravo. Voilà. J'ai vu Black Dog juste avant de venir. J'ai bien aimé. Black Dog, ça se présente un peu comme un western chinois. Vous avez le personnage de Lang qui est un jeune homme qui est parti en prison. On comprend qu'il est parti en prison parce qu'il a tué quelqu'un dans son village. Et il revient dans son village natal et tout est typique d'un western. C'est-à-dire qu'on retrouve ce village désolé, abandonné, qui est en ruine. On retrouve ces longs panoramiques, que ce soit en travelling ou en trépied. On a tout ce côté de ce personnage très silencieux, très, très, très mystérieux en fait, qui ne parle presque pas dans le film. Et en fait, tout le film va se concentrer sur les chiens errants qui ont été abandonnés par les habitants de la ville. En fait, tous les habitants de la ville sont partis du village parce que c'est un village rural qui commence un peu à être à l'abandon. Ça se passe en 2008, juste avant les JO de Pékin. Donc il y a une petite critique quand même de la société chinoise, de ces laissés pour compte. Et tout va se concentrer sur un chien. Donc en fait le problème du film c'est qu'il faut mettre tous les chiens à fourrière parce qu'il y a trop de chiens errants qui traînent dans les rues, qui mordent les habitants, et t'as un chien en particulier, un lévrier noir qui aurait la rage et qui est le plus dangereux. Et donc en fait il y a un peu une sorte de comparaison entre ce prisonnier abandonné qui est un peu mal vu du village et ce chien effectivement aussi qui fait peur à tout le monde. Et donc j'ai adoré le film jusqu'à peut-être les 30-40 dernières minutes parce que je trouve que le film du coup se perd dans un lyrisme qui m'a perdu. On tombe du coup sur une sorte d'amitié entre ce mec-là et le chien. Et puis on tombe sur des séquences où on libère les animaux, on libère tout un zoo avec un tigre qui erre dans les villes. Enfin ça part un peu en couille et ça m'a un peu lâché. Là où je prenais le film pendant la première heure par la main, où j'aimais beaucoup le concept. Je suis pas très western, mais ça ressemble vraiment à un western. Et j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux dire plus? Alors moi j'ai une question parce que j'ai vu le trailer de nombreuses reprises et au tout début il y avait des chiens qui se jetaient sur un camion qui se retourne. Ouais. J'étais persuadé au tout début du trailer que c'était un film d'animation parce que les chiens avaient vraiment l'air d'être animés. T'as des effets spéciaux et je pense qu'il faudrait voir le budget, mais tu le sens, genre par exemple le tigre, ou effectivement les moments où t'as vraiment beaucoup de chiens sur la route, tu sens que c'est de l'effet spéciaux. Donc non, c'est de l'effet spéciaux et c'est le plan d'ouverture du film. Mais c'est pour ça que je dis oui, c'est quand même un film qui est agréable à regarder comme un western, c'est que t'as le format scope, t'as les longs travelling de paysages du désert. En fait, c'est un village qui est proche du désert de Gobi en Chine. Et donc, t'as quand même un truc où c'est super beau. Enfin, chaque plan est génial. T'as une colorimétrie très terne, en fait, qui rappelle un peu une sorte de dépression dans ce village. Très gris-bleu, non? Très gris-bleu, exactement. Et puis, t'as l'amour entre ce prisonnier un peu sans cœur et ce chien qui a été un peu laissé pour compte, qui est mignon, quoi. Mais je trouve que le film, du coup, tombe dans un peu un cliché à la fin. C'est ça qui m'a déçu. Mais super beau. Allez voir ce western, en fait. Voyez-le comme un western et c'est génial. Juste, je vois un commentaire qui me fait un peu rire. Même quand c'est pour une bagarre de 20 secondes, les Chinois explosent toujours les ricains en termes d'action. Il y a une scène de baston vraiment folle de 20 secondes. En fait, c'est très peu cuté. T'as un peu de cut, en fait. C'est surtout des longs plans, en fait, comme je disais, de panneaux. Donc souvent, il faisait beaucoup ça, le réal, dans le film, c'est des fois, t'as des actions qui se passent en dehors du cadre. C'est-à-dire que le cadre filme un peu l'action, le suit en panneau, s'arrête, et puis ça continue en dehors du cadre. Je me rappelle pas d'avoir vu un passage comme ça. J'avais vu un film, je suis plus sûr du titre, je crois que c'est Le Lac aux oies sauvages. Je crois que c'est ça, et pareil, t'as une scène de combat, et en fait, ce n'est pas cuté, en fait, t'as la caméra qui est fixe, et ça se tape dessus, et du coup, t'as les acteurs qui sortent, qui reviennent dans le champ.
Et c'est très beau à suivre en fait, Ah oui, justement. oui, c'est bien mieux sûr. qu'un film, je comprends la comparaison avec un film américain où on va tout te cutter, tellement te cutter que tu suis même plus où est le mouvement C'est d'action. ça. Généralement, le cinéma chinois, c'est un gros plan fixe, Ouais. à la limite un petit panoramique pour voir l'ensemble oui. de la scène. Et... Mais je crois que dans le film, je me rappelle pas avoir vu un seul plan en mouvement. Je crois que le seul mouvement, c'est que des panneaux. Et c'est génial. Et souvent, les bastons qu'il y a dans ce film, t'as le personnage qui va dans un bâtiment, qui dégomme des gens. Et en fait, tu vois rien du tout. Et tu le vois juste sortir un peu blessé avec les personnes défoncées. Ok. Voilà, quoi. C'est bien le lac aux oies sauvages, là, tu t'es Ouais. pas trompé. De Diao Mais oui. Yinan. Oui, il y a cette manière-là du film qui est plus dans la contemplation que dans l'action pure et dure que t'es. Pas du tout. C'est pas du tout que t'es le film. Merci Fred. On va commencer la deuxième partie qui est aussi un peu dense parce que moi j'ai fait un jeu il y a 2 semaines. J'aimerais bien qu'on le fasse. Mais d'abord, donc, il va y avoir les chiffres de Jérém sur les Césars et les Oscars. Ce qui va se faire tout d'abord, il va nous faire le bilan des Césars. Moi, je vous ferai une petite interlude avec mon jeu. Puis il va revenir sur les Oscars. Allez, c'est parti pour les Césars. Du coup, je vous propose dans un premier temps les chiffres de la cérémonie, puis dans un second temps nos chiffres par rapport à nos prédictions. Alors avec les chiffres globaux de la cérémonie, 4 c'est le nombre de films qui ont remporté au moins 2 Césars, 20 Dieu qui en a reçu 2, meilleur premier film et révélation féminine, soit 50% des récompenses possibles obtenues. Le Comte de Monte Cristo qui en a reçu 3, meilleur décor et costume, mais également le César des lycéens, qui est le dernier à être annoncé le lendemain de la cérémonie. Donc soit seulement 21% de récompenses possibles obtenues. 4 pour l'histoire de Suleiman, dont meilleur montage, meilleur scénario original et pour l'acting, la meilleure actrice dans un second rôle et le meilleur espoir masculin. Le film a obtenu 50% de ses récompenses possibles, ce qui est très très bien quand même. Je pense 4 sur 8, c'est un beau chiffre pour l'histoire de Suleiman, je pense que peu de personnes s'y attendaient. Et enfin, le grand gagnant de la soirée, Emilia Pérez, avec 7 Césars, meilleur film, réalisation, adaptation, musique originale, son, photographie et effets visuels, soit 58% de ses possibles récompenses obtenues. 6, c'est le nombre de films qui n'ont eu aucun César alors qu'ils étaient nommés au moins 2 fois. On peut citer Diamant Brut, Les Fantômes, La plus précieuse des marchandises, Monsieur Aznavour, mais les plus gros conduits sont pour En Fanfare avec ses 7 nominations, mais surtout pour Miséricorde, qui n'a rien reçu malgré ses 8 nominations. Je suis désolé Fred. C'est pas grave, j'ai acheté le Blu-ray pour me réconsoler. 13, c'est le nombre d'œuvres différentes récompensées, et 29, c'est le nombre de César remis à tous les récipiendaires de cette cérémonie. Et 2,13 millions, c'est le nombre de téléspectateurs de la cérémonie, c'est mieux que l'année dernière, car il n'y avait que 1,86 million de téléspectateurs l'année dernière. Donc c'est toujours en hausse depuis quelques années. Alors que ça reste très, très nul. J'avoue que je l'ai pas regardé cette année, C'était mais horrible, c'était nul. waouh. Ouais, j'ai suivi, ça va. Après, le problème de ces genres de cérémonies, c'est que, à part, c'est annoncé, t'as la personne qui fait son discours, t'as une micro-animation, généralement, c'est des blagues Oui, par mais les c'est pas présentateurs. drôle, tu vois. Genre le moment de Quenard avec Pio Marmaille, c'est le pire moment de la cérémonie. Ils sont pas du tout drôles. Je Quoi. l'ai pas vu. Je crois que j'ai bien fait. Je crois que le seul petit instant à la limite, c'est Dubosc. Ouais, Moi, j'ai Dubosc, bien aimé. ouais. J'ai bien aimé le moment de Dubosc, tu vois. C'était de l'autodérision très drôle. Et Et... après, t'avais le discours qui était beau, le discours de Karim Leclou. Oui, aussi, oui, voilà. Mais sinon, Passons maintenant à nos chiffres des Césars 2025. A gagné. on s'est bien planté. Alors, vous vous demandez qui a bien pu gagner notre jeu des prédictions. L'année dernière, Fred était le grand vainqueur, mais cette année, c'est Julien qui prend sa place avec 8 bonnes prédictions sur 21, ce qui fait pas énorme, hein, je tiens à le dire, 8 sur 21. c'est Alors pas j'ai envie de dire où, mais on est pire. Pour vous dire à quel point on s'est foiré sur les prédictions cette année, donc 8 sur 21. Owen et moi-même sont juste derrière avec 7 bonnes prédictions, Ah oui. et Fred chute de la première à la dernière place avec seulement 6 bonnes prédictions. Aïe 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 aïe. C'est dur. Coup Ah. dur, hein. Coup dur. Non, mais j'ai. Non. Emilia Pérez, hein. Mais en fait, c'est Emilia Pérez qui nous a C'est ça. vraiment volé plein de trucs. 5, c'est le nombre de catégories où une seule personne d'entre nous a trouvé la bonne prédiction. Julien pour 2 d'entre elles, avec meilleure actrice et meilleur scénario original. Owen pour 2 également, le meilleur film étranger et la révélation masculine. Et moi-même avec la meilleure réalisation. Et oui, 4ème César de la meilleure réal pour Jacques Audiard, je l'avais senti. Tu l'avais vu venir, bien vu. A l'inverse, une, c'est le nombre de catégories où une seule personne n'a pas donné la bonne prédiction. Et bah c'est Julien qui est le seul à s'être trompé sur le meilleur premier film. T'avais pas dit. Non, il avait dit Les Fantômes. Il avait suivi Fred, mais Fred s'était ravisé au dernier moment. Mais Et en il tout avait cas, pas suivi. le truc c'est qu'on avait vu Monte Cristo gagner tellement. Bah, ouais, c'est dommage. Et là où c'est le chiffre, ça va faire mal. 8, c'est le nombre de catégories où aucun d'entre nous n'a eu la bonne prédiction. Bah ouais. La plupart d'entre elles sont sont les catégories techniques qu'Emilia Pérez a remportées, comme photographie, effets visuels, son, mais également le meilleur film, tout court. Mais on a aussi le meilleur film documentaire où tout le monde s'est trompé, le meilleur film d'animation, et enfin... Attends, meilleur film d'animation ? Bah oui, parce Personne qu'on n'avait dit avait Flo. non mais parce qu'on avait dit justement que c'est Agent Precious Precious qui des allait tout marchandises. remporter. Mais Mais on oui, était c'est tous vrai. Flo, on était tous Team Flo. C'est Enfin, je vrai. crois. Ah, Ah, ouais, on était tous On Team était tous Flo. Team Flo. Et même aux Ah oui. Oscars, moi tu vois, j'étais super content. Bon,
on y viendra. Mais tu vois, j'avais plus jugé, je m'étais dit, bon, Mais oui. je vais pas voter pour le film que j'adore, je vais prendre Azanavicius, Mais Azanavicius, et non, Voilà. mais je suis Oh. super content. Mais également le meilleur acteur pour Karim Leclou, que personne Ça, ne je voyait ne venir. m'y attendais pas Ouais. du tout. Ce fut une belle surprise. Alors- J'ai pas vu il y a que toi Oui. qui as vu le roman de Jim. Non, Est-ce je que l'ai c'est je l'ai vu aussi. est-ce que c'est mérité? Oui, après, quand tu vois ce qu'il y avait en face, c'est vrai que. Voilà. Bah écoute, pour moi, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'était en fanfare. Et c'est vrai qu'après, on pourra dire que la performance de Ninet aussi Mais n'était oui. pas déméritante. Mais après, voilà, c'est très bien qu'il l'ait aussi. Après, il y avait une grosse concurrence pour le coup. Je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est le prix qui est donné à la personne dont on s'attend le moins, tu vois. Mais c'est vrai qu'en y repensant, Pierre Ninet, je sais pas, en fait, c'est quand même le rôle de sa vie. Je crois Ah que c'était oui. Owen qui l'avait dit. Oui. C'est le Moi, rôle je de voyais sa bien vie. Benjamin Laverne repartir avec la statuette. Et donc à l'inverse, 3, c'est le nombre de catégories où nous avons tous eu bon. Meilleure musique originale pour Emilia Pérez, la meilleure actrice dans un second rôle pour Nina Meurice, et enfin les meilleurs décors pour Le Comte de Monte Cristo. Nina Qui Meurice, était c'est un coup de jugé, poker. et Hein. finalement, hop. C'est grâce à moi. Voilà. Maintenant, regarde l'histoire de Sullivan. Oui, non, il serait temps que je m'y mette. Il a beaucoup raflé de trucs aussi, l'histoire sur les Ouais. matchs. Je m'y attendais pas du tout. Et moi, j'avais bien vu pour Révélation masculine, Suleiman. Oui. Oui, Oui, t'es- bah, oui, moi, c'est moi ça. j'y pensais aussi, mais c'est vrai que l'argument du. Mais finalement, du coup, ils comptent peut-être continuer Ah, à travailler dedans. Finalement, peut-être qu'ils l'ont. Enfin, ils l'ont motivé, quoi. Mais c'est vrai que. Oui. J'aurais dû m'écouter, j'aurais eu un de plus, hein, parce que j'ai changé au dernier moment pour Malik Frika, Oui, j'aurais oui. pas dû. Hein. En tout cas, Julien, bravo. Merci. Voilà, Tu as gagné. pour les Césars. On verra pour les Oscars. Mais d'abord, qui va gagner à mon petit jeu? Je suis allé chercher chez des doubleurs qu'on connaît bien. Et le but du jeu, simplement, ça va être de reconnaître le film. Est-ce que si on a le nom du doubleur, il y a un voix en plus? Non, parce que Oh. sinon, c'est sûr que tu vas gagner. Donc voilà, il y a 10 extraits de films qui ont, en théorie, fait votre enfance. Au début, ça va être de la vitesse. Et en fait, le truc un petit peu rigolo, voilà, ce sont des voix que vous connaissez. C'est des doubleurs que vous connaissez, mais la question c'est dans quel film je suis allé chercher cet extrait? Donc c'est vraiment l'extrait du film, hein. C'est pas le doubleur qui redouble après. Non, c'est l'extrait du film. Ça va aller très vite. Oui, bravo, Serpentard, Ah, cependant. Harry Potter et l'école des sorciers. Voilà. Cependant, Voilà, ça me fait rire. Je t'ai fait peur? Non, sincèrement. Tu as presque failli me faire peur. Oh, je m'entraîne. Je voudrais être horrifique, mais j'y arrive pas. J'ai juste l'impression d'être soporifique. Monstres et compagnie. Non. parce que moi j'ai la parodie de Botch, du coup je crois que c'était ça. Ok, je l'ai. Toy Story. Oui. Tu ignores comment c'est en bas. Moi, je le sais. Bah oui. Sois-en sûr. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Il avait le. Le Roi Lion. Non. Non. Oh putain. Ah, je pensais que c'était le Roi Lion aussi. Effectivement, c'est Jean-Pierre, mais c'est dans quel film qui dit ça? Le bossu de Notre-Dame. C'est Eh oui, j'allais le dire, je crois. C'est ça, c'était Frollo en fait. C'est Frollo. C'est Frollo. Je préfère le rhum. Le rhum, c'est bon. Rentre au port. On y trouvera du rhum. Pirates des Des filles Caraïbes. affriolantes. Lequel? Seulement tous les 10 ans. C'est le premier. Non. Non. C'est le 3, quand il se parle à lui-même et tout. C'est encore un signe irréfutable. Quand on a les 50 Le Grinch. Maintenant, Le Grinch. tu sors. En fait, les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est que toute mon enfance, je n'ai fait que regarder des films en boucle, des Disney, des films d'enfants. Je n'ai fait que regarder ça, je pense. J'adore cet extrait. Prends tes jambes à ton cou avant que je commence à tuer. Je suis un fou dangereux. Voilà, ça me fait très rire. Je l'ai montré à Jérém il y a pas longtemps en plus. Ils veulent de l'héroïsme? Eh bien, je vais leur en donner. Ils vont en avoir pour leur argent. Et quand je serai vieux et je me serai bien marré, je revendrai mes inventions pour que tout le monde puisse devenir un super-héros. N'importe qui peut devenir Vas-y. super. Et Les lorsque tout le monde indestructibles. sera super, plus personne ne le sera. Ouais. C'était les indestructibles. Mais putain, j'ai tous les noms de doubleurs et j'ai pas, je suis trop lent sur les titres de films. C'est qui là? C'était Bruno Salomon, non? Bien vu. Article 1er du règlement. Toute faute commise est d'abord la vôtre. C'est une élémentaire chaîne alimentaire. Hercule. La loi cruelle du cycle de la vie. Laissez-moi vous expliquer comment les choses sont le Roi censées Lion. fonctionner. Non. Le C'est Hercule, soleil mec. donne la Non. nourriture, les fourmis prennent la nourriture, Mille et une pattes. mangent la nourriture. mange les sauterelles. Bah oui, c'est ça, c'est Hadès. Oui. Mais c'est aussi. Ce doubleur-là, c'est aussi Léon le caméléon dans Monstres et compagnie, tu vois. Citons-le, Dominique Olignon-Morin. Exactement. T'aurais dû faire un jeu pour d'acteurs. Non, mais je savais que si j'allais. C'est pour ça que j'ai demandé s'il pouvait y avoir un point à chaque Oh doubleur. bah non, sinon il allait gagner, c'était sûr. Là, je voulais juste vous reconnecter avec votre enfance. Merci, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu aides? Tout ce que j'ai voulu.
c'est vivre selon tes vœux. Père, Les fautes de fils sont mes défaillances de père. j'aurais massacré le monde entier. Seulement tu me veux aimer. Gladiator? Oui. C'est Non. pas notre film d'enfance, genre. Bah ça, c'est un des films d'enfance, mec. Quand il tue Marc Aurèle, qu'est-ce que j'avais peur. Ah ok, oui, c'est Gladiator. Et d'ailleurs, bah du coup, Joaquin Phoenix, il est doublé par... Dumbledore. Non, alors Il non. est doublé par Bruno Coel. C'est Bruno Choel. Ouais. Mais effectivement, c'est le même doubleur qui fait Marc Aurèle, parce que de toute façon, c'est le même acteur, c'est Richard Harris. Voilà. Alors, on arrive un peu vers la fin. Et je suis... La mère de Reggie est tellement grosse qu'elle se fait peindre les ongles des pieds par un peintre bâtiment. Docteur Dolittle. Oui. C'était Shrek. Moi aussi, du coup, vu qu'il y avait Menondo. je me rappelle cette scène. à ta place et me laisser faire mon boulot? Vous savez, la mère Oh. de ce pauvre Reggie est tellement grosse. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trop regardé Doolittle. Je l'ai vu une fois quand j'étais très gamin, mais je m'en souviens pas. Ouais. Quand je suis retombé sur cet extrait, je me suis dit, putain, je vais tellement les induire en erreur, ces bâtards. Bah, je me suis rappelé de cette scène aussi dans le film et je l'ai vu qu'une fois, je crois, quand j'étais petit. Et ça m'a. C'est drôle. Ouais. Deux can be aussi seul qu'au one. C'est toi, Bah, là. Shrek. Shrek, Ah, là, fils c'est de Shrek, pute. putain. On dirait deux fils de pute dans une salade de noces. Fais-moi un câlin. Quoi, Romé, Il Romé avait la parodie, de Botch, putain. Il a mis la parodie de Botch. Deux can be aussi seul qu'au one. C'est toi, l'âne. Shrek, fils de pute. On dirait deux fils de pute dans une salade de noces. Fais-moi un câlin, Shrek. Grosse bête d'amour. Et voyez-vous ça, Madame Shrek? Moi aussi, je te pisse au cul. Voilà. Bon, ça, c'était du bonus pour la blague. Ok. Fred a gagné. Oui. Et bravo, en ce moment, Fred, il gagne tout. Hein. Bravo. Merci. En fait, dès que vous me faites une sorte de blind test sur des films d'enfance, moi j'ai pas eu de parents, hein. J'ai eu que des films Disney. Donc j'ai fait que ça en fait, que des films Quand on voit d'animation. tes films d'enfance, Fred. Non, mais à ce genre de jeu-là aussi, je serais très bon, mais là, bon, bah, du coup, c'est moi qui le fais. C'est génial. Merci beaucoup. Bah, ça m'a fait Merci. marrer. J'ai adoré. Et donc, la pause jeu rigolo s'achève et les chiffres des Oscars. Et oui, parce que les cérémonies s'étaient vachement rapprochées cette année, donc du coup, l'année dernière on avait pu le faire sur 2 émissions différentes, mais là c'était tellement rapproché qu'il faut faire les chiffres en 2 parties, donc c'est parti pour les Oscars, comme pour les Césars, on va faire les chiffres globaux d'abord, et ensuite les nôtres, donc par rapport à nos prédictions. Les chiffres globaux, 5, c'est le nombre de films qui ont remporté au moins 2 Oscars. 2 Oscars pour Wicked, décor et costumes, donc 20% des récompenses possibles obtenues. D'une deuxième partie, son et effets visuels, 40% des récompenses possibles obtenues. Et Emilia Pérez, actrice dans un second rôle et chanson originale, et ça fait seulement 15% des récompenses possibles obtenues pour Emilia Pérez, qui était le film le plus nommé de la soirée. Je croyais que tu voulais prendre la parole. Non, je veux juste dire bye bye, Emilia Pérez. Voilà. Mais ça s'explique aussi avec tout ce qu'il y a eu autour de Carla Gascon. Parce que pour le coup, les Césars, ils en avaient un peu rien à foutre. Les Oscars, oui, ça a vraiment niqué le film. Parce que pour moi, je pense que c'est Emilia Pérez qui allait tout rafler de base aux Oscars. Ah bon? Oui. Clairement, parce que Enfin, on en reviendra, tu vas y revenir, mais genre, le fait qu'Anora ait gagné le film, ça a tout à voir aussi avec son distributeur, genre, Néon. Ah bon? Bah, Néon a fait tellement une grosse campagne sur le Ils film. n'ont pas mis 20 millions d'euros pour la campagne. j'ai Voilà, vu, c'est comme, bah, je crois qu'attends, Anatomie d'une chute qui avait quand même gagné des trucs. C'était Meilleur aussi scénario Néon. original. C'était aussi Néon. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi tout est les Oscars, c'est que des vieux mecs. Ouais, c'est la campagne qui joue voilà, beaucoup, hein. c'est les campagnes qui jouent beaucoup. Et en fait, Emilia Pérez, l'affaire des tweets a anéanti les chances au film de gagner. Mais sinon, je c'était Emilia pense, Pérez ouais. qui avait tout gagné. Pourtant, il y a un film qui a fait une campagne de bâtard, mais qui a pas eu beaucoup de récompenses. Ah, ta gueule. 3 Oscars pour The Brutalist, meilleure musique, photographie et acteur dans un rôle principal, soit 30% de récompenses possibles obtenues. Et le grand gagnant de la soirée, c'est Anora, avec 5 Oscars, meilleur film, réalisation, montage, scénario original pour Sean Baker, qui devient le premier récipiendaire de 4 Oscars au cours d'une même cérémonie, ainsi que l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour Mickey Madison. Anora a remporté 83% de ses récompenses possibles, seul lui manquait le meilleur acteur dans un second rôle pour faire le 100%. Tu vois, en fait, ils ont eu. J'aime beaucoup Anora, tu vois, et ça m'a même donné envie de le revoir, tu vois, pour le coup. Mais je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Genre, Ouais. donner autant à Anora pour oublier les autres, bah, je sais pas, enfin, je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est les Oscars. 6, c'est le nombre de films qui n'ont eu aucun Oscar alors qu'ils étaient nommés au moins 2 fois. On peut citer The Apprentice, Sing Sing, Nickel Boys, mais les plus gros coups durs sont pour Nosferatu, qui n'a rien remporté sur ses 4 nominations. Mais c'est pire encore pour Complete Unknown, et qui, j'avais raison, a été le grand snobé de la soirée, qui repart bredouille malgré 8 nominations. Ça, c'est ouch. Moi, je pense, tu vois, meilleure actrice pour Demi Moore. Ah ouais, non, là, c'était ça- mérité, pleinement mérité. Je sais pas si vous avez pas vu la parodie. En gros, ils ont pris
le pitch de Madison et ils ont superposé avec la scène dans une Oui, substance oui. où t'as Demi Moore qui est genre totalement déformé et qui critique la télé qu'il regarde où il y a justement Margaret Oui. Qualley. Et ils ont remplacé ça par le discours de J'ai vu Madison. ça, c'était drôle. Je trouve ça trop marrant et en fait tout est dit. 14, c'est le nombre d'œuvres différentes récompensées et 40, c'est le nombre d'Oscars remis à tous les récipiendaires de cette cérémonie. Et enfin, 19,7 millions, c'est le nombre de téléspectateurs de la cérémonie aux États-Unis. C'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu seulement 19,5 millions de téléspectateurs. Et pour le coup, j'ai pas vu la cérémonie des Oscars. Pour vous aussi. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait la nuit blanche. Voilà. Et on m'a dit que c'était très calme comme cérémonie. Oui, il n'y a pas eu de vague. Pas grand chose. Je crois que le pire, le truc le plus un peu what the fuck, c'est genre Adam Sandler en tenue de survêt, tu vois, qui est dans le public, non, quoi. Mais après, il n'y a pas eu grand chose. Vite fait le commentaire de Conan O'Brien sur Carla Sofia Gascon, genre en mode au cas où, si tu me tweets, je suis Jimmy Kimmel. Tu vois. Mais tu vois, c'est pour faire passer le truc et que ça soit un peu drôle, tu vois, en mode bon, t'as dit ça, voilà, genre, c'est une petite blague pour justement en parler et pas laisser une gêne. Il y a eu plusieurs moments. Le moment le plus politique, ça a été quand l'Oscar du meilleur documentaire a été remporté par. J'ai oublié le nom du film, mince. Mais en gros, ça a été un des discours les plus politiques de la soirée. Le plus politique de la soirée, c'était pour moi le meilleur de la soirée. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand. Il n'y a pas eu de vague, il n'y a pas eu de Will Smith qui monte sur scène pour foutre une claque, quoi. Non, même en termes d'animation, tu vois, ça n'a pas été fou, quoi. Ouais, c'est ça, il y a eu à un moment donné un hommage à James Bond. Je comprends pas pourquoi, il n'y a aucun film James Bond qui sort. C'était peut-être un peu pour remercier les producteurs historiques. En plus, t'as Margaret Qualley qui pop d'un seul coup et qui commence à faire une danse à danser pour cet hommage-là. J'étais en mode, pourquoi ? Future James Bond girl. Peut-être. Passons maintenant donc à nos chiffres par rapport à nos prédictions. Qui a bien pu gagner cette année ? Pas moi. Eh bien, comme l'année dernière, c'est moi qui remporte les prédictions des Oscars avec un 13 sur 19. Oh, bien joué. Bien joué. Je fais moins que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait 15 sur 19. Là, je suis à 13. Julien est deuxième avec 9 sur 19. Et Fred et Owen sont à égalité sur la dernière marche du podium avec 7 sur 19. On est nuls. Ouais, carrément. Cette année, c'était pas fameux, là, vous deux. Ouais, bah écoute. 4, c'est le nombre de catégories où une seule personne d'entre nous a trouvé la bonne prédiction. 3 pour moi-même avec le meilleur acteur dans un rôle principal. Et oui, j'ai eu raison pour Adrien Brody. Ils ont totalement occulté le fait qu'il ait déjà remporté un Oscar pour un rôle similaire. Bouh. Ouais, je sais. Mais après, là, c'était la catégorie où un seul d'entre nous aurait potentiellement pu être le seul à avoir cette bonne prédiction. Mais également le meilleur acteur dans un rôle secondaire, parce que je suis seul à avoir dit Kieran Culkin, et aussi les meilleurs effets visuels, parce que vous avez tous dit que ça allait être Better Man. Et ben non, c'était Dune 2. J'avais raison là-dessus. Moi, c'est con, parce que mes deux chouchous, Better Man et Prentice, boudé. Et Owen a eu raison de croire en Flo pour le meilleur film d'animation, car lui seul l'avait donné gagnant. Et ouais, ma couille. Au moins, je peux flex sur un truc. Ouais. A l'inverse, 4, c'est également le nombre de catégories où une seule personne n'a pas donné la bonne prédiction. Owen pour les meilleurs costumes et meilleures chansons originales. Ah oui, parce que meilleurs costumes, t'avais dit A Complete Unknown et meilleures chansons originales, t'avais cru à Elton John. Bah ouais, continuez de croire en Elton John, les gars. Julien pour le meilleur montage. J'avais cru que ça allait être The Brutalist qui allait le remporter, alors que c'est Anora finalement. Et moi-même pour le meilleur film international, j'ai cru en Emilia Pérez, mais non, il fallait voir Brésilien. 4 également, c'est le nombre de catégories où aucun d'entre nous n'a eu la bonne prédiction, et ce n'est que des récompenses pour Anora. Nous avons tout bonnement occulté les véritables chances de la Palme d'Or 2024, car personne n'a eu bon sur le meilleur scénario original, la meilleure actrice, la meilleure réalisation, enfin le meilleur film. On voyait tellement Brutaliste s'imposer ou Conclave qu'on a complètement mis les œillères sur Anora. Conclave, c'est un peu le flop finalement. Pour le film. Il a gagné un prix, c'est ça ? Ouais, meilleur scénario adapté, mais pour le film à Oscar qu'il était censé être, c'est un peu un flop. Bah, c'est 1 sur 5, je crois, au niveau des. Et The Brutalist, il a gagné combien de prix en tout ? 3 sur 10. Bon, le meilleur acteur, donc c'est quand même un gros. C'est bien, ouais. Mais tu vois, Brady Corbett, il rentre chez lui, tu vois, avec le montage, enfin sans le montage et la réalisation surtout. Donc, quelque part, tu vois, et c'est pas non plus les Oscars, enfin, à part l'acteur, c'est pas l'Oscar le plus prestigieux du monde, quoi. Et à l'inverse, 3, c'est le nombre de catégories. Nous avons tous eu bon. Cela comprend meilleur son, meilleure musique originale et les meilleurs maquillages de coiffure. Seule récompense de la soirée pour The Substance. C'est dommage quand même. Bah, Demi Moore, ouais. Parce que je vois pas trop d'autres occasions où elle aura. Mais on l'avait dit, c'était. Après, le système de vote, c'est tout un. Ils sont combien au total de votants ? Je sais absolument c'est pas. beaucoup. Je crois qu'ils sont beaucoup. C'est un cercle hyper privé. Et les votes sont à bulletin secret. Alors, il y en a qui
qui mais c'est un système, découvrent un peu. C'est un système de vote. C'est-à-dire Mais que c'est oui, pas oui. comme quand on est dans un festival, tu as un jury de moins d'une dizaine de personnes, ils peuvent se mettre d'accord pour dire on va récompenser telle personne, telle personne. Là, Exact. tu as un système de vote, c'est un peu C'est ça. le hasard du vote. Et aussi. tu regardes les gens qui composent ces jurys, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours des vieux mecs qui ont presque pas vu la moitié des films. Et c'est hyper dur d'entrer dans ce système de jury, je crois. C'est un peu toujours la même classe en fait qui va juger les films. Donc, Mais bon, l'année prochaine, on verra bien. Il y a une nouvelle catégorie qui rentre en jeu l'année prochaine, le meilleur casting. Ah oui. moi je trouve ça cool, ça. C'est pas mal. C'est marrant, ils sont pas revenus sur les cascadeurs cette année. Mais ouais, mais pour moi, c'est un Oscar qui devrait être créé les meilleurs stunts. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que c'est rentré en vigueur le côté pour être éligible aux Oscars, il faut. C'est l'année prochaine, je crois. C'est l'année prochaine. Dès l'année avoir prochaine. un certain nombre de minorités ou. Ah non, les quotas, tu veux dire? Ouais, les quotas. Les quotas dans leur nomination, c'est à partir de l'année prochaine également. Je crois que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Ok. Il va y avoir des quotas au niveau des nominations et du coup, l'Oscar du meilleur casting. Et également, bientôt, pour être éligible aux Oscars, il va falloir également indiquer si le film a utilisé l'IA ou non. Oui, parce que du coup, là, The Brutalist a quand même remporté, tu vois, Adrien Brody alors qu'il y a eu l'IA. Très clairement, le film pourra être éligible aux Oscars. S'il y a de l'IA, faut qu'ils le disent. S'ils le disent pas, il est. Ah, mais du et coup, que après, derrière, ça s'apprend. Bah, je pense qu'il y aura, ils enlèveront les récompenses qu'il aurait potentiellement obtenues. Enfin voilà. Quoi. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Donc, si le film a de l'IA, il peut quand même participer. Il peut quand même participer, mais il faut qu'il l'assume. J'aime bien l'IA, ça va un peu être le dopage dans le sport. C'est ça. Tu vas faire un peu comme Lance Armstrong, t'as gagné les 5 Tours de France, là, boum, on t'enlève tes Oscars. Merci Jérém. Et bah voilà, c'est bon. Et ben, je vais te redonner la parole parce que tu vas conclure le Joker d'il y a 2 semaines. Parce que finalement, je croyais que je n'allais pas faire une Fred, mais j'ai fait une Fred. Oui, t'as fait une Fred, mec. Finalement. Une fois qu'on y a goûté. On ne peut plus jamais s'arrêter. Donc, la dernière fois, pour rappel, je vous avais proposé à ce qu'on remate des films qu'on avait vus potentiellement qu'une seule fois à l'époque où on était un peu en recherche de nos goûts cinématographiques. Et potentiellement, on a vu un film devant lequel on était vraiment waouh, c'est génial, mais qu'à la réflexion, et avec tout le bagage cinématographique qu'on a pu avoir depuis, potentiellement, on le revoit et qu'on se dise « Ah, c'était peut-être pas si bien que ça ». Donc vous avez tous revu un film, moi également. Pour rappel, du coup, Owen a revu Juste la fin du monde. Julien. Comment c'est loin. Et Fred. Simbad, la légende des 7 mers. Voilà. Et moi j'ai revu donc, du coup la face cachée de Margot. Et ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse du coup un tour de table. Rappelez d'abord les souvenirs que vous aviez du film et peut-être quelles étaient vos attentes envers ce revisionnage. Avant d'évoquer du coup le revisionnage en lui-même et l'évolution de la vie qui aurait pu avoir. Qui veut se lancer? Comme vous voulez, Allez, Julien. Eh ben moi c'était Comment c'est loin, donc d'Orelsan, mais qui était co-réalisé avec je ne sais plus le Gringe. Non, enfin à la réalisation t'avais un vrai réal, ce qui arrive souvent quand t'as des personnalités hors cinéma qui font un film, t'as souvent un réal pour les épauler, mais là j'ai plus son nom en tête. Et du coup le film est sorti en 2015, donc époque 2015, lycée. Je n'écoute quasiment que du rap français, dont les Casseurs Flotteurs, et l'album qui sort des Casseurs Flotteurs en 2015, Comment c'est loin, en fait c'est la BO du film. Et donc le film, c'est littéralement Orelsan et Gringe en film, c'est-à-dire que c'est l'éloge de la médiocrité, c'est ce qu'on trouve dans Bloqué, c'est deux mecs qui ne font rien de leur journée et qui ne sont pas productifs. Donc j'en regardais de très bons souvenirs. Et après revisionnage, c'est entre le correct et le moyen tiers. Voilà, c'est très loin d'être exceptionnel vraiment en termes de réalisation, c'est un peu plat. Même s'il y a quand même des effets intéressants, genre dès le début, l'effet très clipesque où tu les vois à travers un clip, leur caméra tombe dans un verre de jus d'orange, donc tout s'arrête. Il y a quelques effets comme ça, mais après ça devient très vite surtout du panorama sur les deux qui errent dans la ville. Donc tu as quand même un côté très rural en fait, donc qui précède un peu tout ce qu'on peut avoir depuis quelques années avec comme Vindieux ou comme Chien de la Casse. Mais à partir de là, en termes de scénario, tu sens que on a besoin de romancer un peu des événements pour faire tenir un film. Genre les 1h30, honnêtement, c'est un peu long. Genre t'as quand même une scène dans un bar où j'étais en mode, ce serait bien que ça termine, parce que t'as 20 minutes dans ce bar, il se passe pas grand-chose. Le jeu d'acteurs sur les acteurs secondaires est pas très intéressant. Après voilà, tu retrouves Orelsan, tu retrouves Gringe, le duo marche très bien, les blagues sont très connes, sont très sales, mais ça fonctionne très bien avec leurs personnages. Les musiques passent super bien dans le film aussi, enfin les musiques sont toujours exceptionnelles je trouve, mais voilà, je pense que c'est un film qui appartient à une autre époque de ma vie, à celle de l'adolescence, et que dans un point de vue cinématographique, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Après, honnêtement, pour un mec qui n'avait jamais fait de film, voilà, c'est quand même, c'est plus qu'honorable. C'était il y a 10 ans. Et oui.
Et je vais te donner le nom du réalisateur, Christoph Offenstein. Voilà. Et c'est un film que j'appréciais avant parce qu'effectivement j'adorais l'album et que regarder le film ça te donnait encore plus une idée de ce qu'ils étaient Orelsan et Grange. C'est sûr que j'avais pas de grosses connaissances cinématographiques. Tu regardes plus ce film pour Orelsan et Grange qui font un film que pour le vrai côté cinéma. Oui, totalement. Voilà, après comme je dis, c'est plus qu'honorable pour le seul et unique film qu'aura fait Orelsan, mais c'est... Voilà. Ok, qui veut faire la suite ? À moi. Vas-y. Donc Sinbad, qu'est-ce que j'avais comme souvenir de Sinbad ? Moi j'avais le souvenir d'un très bon DreamWorks. Le thème musical ? Le thème musical, pas du tout. Ah ouais ? Pas du tout. Ah. Genre, pas du tout. D'accord. Mais en fait, moi, c'est vrai que les DreamWorks à l'époque, donc il y avait Shrek évidemment, il y avait surtout Spirit. Moi, c'était Spirit et Sinbad. Voilà, c'était les deux que je regardais en boucle. Et effectivement, oui, le thème musical, quand j'ai revu le film, m'a touché, m'a marqué. Très Pirates des Caraïbes. Et un truc que j'avais oublié, et qui m'a un peu niqué mon expérience, c'est la voix de Monica Bellucci. Ah. C'est la voix de Monica Bellucci dans le film. Et donc, je regarde le film, et tu vois, moi, quand je suis gauche, je vois le film, je m'en bats les couilles, quoi, tu vois. Et je regarde le film, je me rends compte que c'est la voix de Monica Bellucci, je fais ah d'accord. Et comme je sais pas, quand elle joue Monica Bellucci, je sens que j'arrive pas à être dedans, tu vois. J'ai eu ça il y a 2 semaines avec Chicken Run en réentendant Gérard Depardieu. Il y a Gérard Depardieu dans Chicken Run. Oui, c'est le rôle principal. Bref, donc j'ai eu cet effet un peu, je regarde un film avec Monica Bellucci. Non, mais sinon, en soi, moi, j'avais pas de souvenir précis du film. Je me rappelais de certaines séquences, je me rappelais surtout de la séquence des sirènes. Alors, je ne suis pas le seul à partager ça, d'accord ? Je connais beaucoup d'amis, quand je parle de Sinbad, ils se rappellent aussi de ça. Oui, moi aussi. De la méchante femme fatale. Très femme fatale, très sexy, très flippante, mais plus sexy que flippante. C'était nos premiers émois quand on était enfants. Hein. Non, mais c'est marrant, c'est drôle de faire un film. Je pense qu'ils ont voulu aller vers cette déesse. C'est une déesse en fait dans le film, c'est une déesse qui tend, voilà, Erin. C'est une déesse qui tend un piège à Sinbad. Donc en fait, il te la montre comme une déesse super belle, super sexy, mais pas si flippante que ça, quoi. Eris. Donc, le film Eris, voilà. Et donc ouais, tu retrouves toujours ça dans le film. Après, le film est un énorme flop pour DreamWorks. Et c'est un film qui se tient. T'as 3 petites aventures que Sinbad va vivre avec son équipage pour pouvoir sauver son meilleur ami qui a pris sa place. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que t'as la déesse qui vole une sorte de livre magique. Et on accuse Sinbad d'avoir volé ce livre. Et donc il part pour retrouver ce livre. Et à sa place, son meilleur ami, qui est l'héritier du royaume, se dévoue pour être la personne qui sera sur la potence. Parce que du coup, il est condamné à mort, Sinbad. Et il se dévoue pour prendre sa place. Et Sinbad doit retrouver le livre pour le ramener à la cité. Voilà, donc t'as 3 petites aventures. T'as des monstres en 3D. Chaque événement, c'est un monstre. C'est plutôt sympa. C'est très Odyssée. C'est Odyssée, c'est un peu d'amour avec Monica Bellucci, voilà. Et puis cette déesse, voilà. Qu'est-ce qu'elle est bonne, quoi. non, mais c'est vrai que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces studios ? Ils font un film pour les enfants et ils se disent, ça va être un peu le crush de tous les gamins qui vont regarder le film, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'était sympa. Je trouve pas le film négligeable, il est vraiment cool, ça se tient. Il est pas. Ouais, il te reste pas tant que ça. Oui, il reste pas dans la tête, mais c'est sympa. C'est dommage qu'il ait si peu marché, quoi. Moi, je vais à mon tour parler de mon film. Donc, j'avais le choix entre Vivarium et Juste la fin du monde, et je suis reparti sur Juste la fin du monde que j'avais vu en 2016 au cinéma. C'est l'époque où je traînais ma mère au cinéma, et en fait c'était mon deuxième Dolan, donc j'avais déjà vu Mommy mais ça m'avait pas transcendé, et là pour le coup c'est vraiment le Dolan qui m'a transcendé. Et quand j'en suis ressorti, je m'étais dit ok, Dolan c'est vraiment un réalisateur que je vais suivre assidûment. Depuis il m'a déçu. Du coup avec le temps je me disais ok, Juste la fin du monde c'est quand même mon Dolan préféré. Gaspard Ulliel m'avait beaucoup marqué dans le film et j'avais été très triste que Gaspard Ulliel meure. Donc voilà, mais j'avais un peu oublié le film. Je me souviens de Gaspard Ulliel et de Vincent Cassel, et je revois le film, je me dis que c'est un peu caricatural. Genre c'est très théâtral dans l'esprit. C'est vrai que Nathalie Baye... Après, ça adapte une pièce de théâtre. Exactement. Et c'est vrai que Nathalie Baye, elle est assez douce, elle délivre quelque chose de très théâtral, avec une élocution. Beaucoup d'exclamations. Ouais, et donc, même Vincent Cassel, tu vois. Et donc, ça me sort un petit peu. Genre, il y a une mise en scène, il y a une sorte d'ambiance générale, de couleurs qui est assez unique, que je vois vraiment que dans ce film-là. Vraiment, le traitement des couleurs et de la lumière, je trouve ça m'a mis dans une sorte de bain assez étrange. Mais à chaque fois, Léa Seydoux, elle m'en sortait. Oui. Avec son acting, et du coup ça m'embêtait un peu. Et plus le film avance et plus j'observe Gaspard Ulliel, et plus je retombe amoureux du mec, quoi. Et vraiment c'est fou à quel point, genre à lui seul, avec son regard, avec ses petits sourires, en coin de lèvres, son regard mélancolique, il m'a donné des frissons. Mais il fait tout le film, Gaspard Ulliel. Ouais. Et donc effectivement t'as le jeu très exacerbé de Cassel, de Seydoux, de tout le monde en fait. Et autour t'as un personnage très silencieux qui juste souffre. Marion Cotillard, c'est pareil, quoi. Les 1000 et une hésitations où à un moment t'as envie de lui claquer, quoi, dire mais putain, mais voilà.
tout à coup, la caméra revient sur Uliel et wow. Mais moi, j'ai eu cet effet quand j'ai commencé le film, je l'ai arrêté parce que je me faisais un peu chier et j'en avais marre effectivement de ce côté. En plus, comme c'est énormément de gros plans, c'est que ça le film, je crois. C'est vrai que t'étais un peu saoulé, genre du Léa Seydoux, du Vincent Cassel, bon voilà. Et je l'ai revu et même chose, en fait, c'est un film, je retiens plus Uliel que les autres. Et puis maintenant que Uliel est mort, ça lui donne un. Enfin, il vient annoncer qu'il va mourir, tu vois. Et maintenant que Gaspard Uliel est mort, ça donne un mysticisme assez fou au film. Et finalement, la transe dans laquelle il m'avait mis en 2016, en fait, elle est réapparue là aujourd'hui en 2025, genre pendant le climax, parce qu'en fait, la scène finale de Jusqu'à la fin du monde, genre elle est super intense, alors que tous les acteurs cabotinent quand même pas mal, quoi. Et pourtant, il suffit de Gaspard Uliel qui remet sa casquette et je pleure. Non, j'ai pas pleuré, mais je suis. Moi, je me souviens surtout de la scène en bagnole. Ah ouais, c'est vrai que celle-là aussi, elle est impressionnante. Hein. Ouais. Vincent Cassel, là c'est vraiment le seul moment où genre le Cassel qui grogne et qui hurle arrête d'être caricatural et devient vraiment vrai. Mais ils sont caricaturales dans la maison et peu à peu chaque personnage devient plus honnête, non, plus franc. Non, c'est pas ça l'idée du film. Non, c'est-à-dire que il est isolé avec chaque personnage, c'est-à-dire au début il va s'isoler avec sa sœur, après il va s'isoler avec sa mère, sa belle-sœur et Vincent Cassel. Et une fois que t'es passé à Léa Seydoux, elle disparaît du film. Pareil pour Nathalie Baye qui finalement est assez en retrait. Mais du coup, non, une fois que la scène de Léa Seydoux elle est passée, t'es en mode c'est bon, tu la vois moins. Et donc ce truc où Cassel, du coup, dès qu'il sort de la maison, qu'ils sont en voiture, c'est là où lui. C'était déjà un peu vers la fin du film. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, cette scène-là, elle est très 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 forte. Parce que Cassel. Mais en même temps, ils articulent pas trop. Hein. Cassel, de temps en temps, je suis allé mettre les sous-titres. Hein. Parce que des fois, le gars, il dit des trucs giga importants, genre en mode ton crush de l'époque, il est mort. Putain, j'ai repassé le truc en sous-titres pour être sûr de ce qu'il avait bien dit. Articulé, s'il vous plaît. Donc du coup, plutôt... Oh non, ça reste quand même incroyable. Okay. Franchement, voilà, si je te dis que j'ai eu les mêmes émotions qu'il y a 9 ans, voilà. Mais plus, par rapport à l'acting, un peu... Ouais, un peu moins. Ouais. Et donc, pour finir, puisque je suis un peu l'instigateur de tout ça, j'avais du coup le choix entre 12 Years a Slave et La face cachée de Margot. J'ai décidé quand même de faire le film où j'avais le plus de chances de vraiment tomber bien bas dans mon esprit, dans ma réception du film, c'est-à-dire La face cachée de Margot. Donc... Dans mon souvenir, c'était une séance de ciné, j'y suis allé comme ça, vraiment. Je sais pas pourquoi, ça devait être à l'époque où je devais voir des films parce que j'avais cette envie boulimique de voir des films. Donc, dans mon souvenir, la séance, j'étais passé toute la séance en mode waouh, le mec fait des mouvements de caméra à tous les plans, c'est exceptionnel, le film est dingue. Voilà. Genre je m'étais vraiment concentré que là-dessus, tu vois, quitte à, je pense, oublier un peu l'histoire qui s'y déroulait. Et donc je l'ai revu. Alors oui, en effet, il y a pas mal de mouvements de caméra, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ça, j'en sais rien. Tu vois, c'est vraiment... Oui, il y a beaucoup de plans où il y a des mouvements de caméra, mais c'est juste de l'esthétisme. C'est pas des mouvements de caméra qui veulent dire grand chose. Après, globalement, le film, ça reste une histoire d'amourette adolescente un peu classique, duquel je ressors pas grand chose. C'est vraiment mid, enfin, c'est très clairement mid comme film. C'est pas désagréable. Il y a des vannes qui passent bien, il y a des passages qui sont très marrants, mais ça casse pas trois patins. Oui, c'est un peu basique c'est la phrase parfaite pour ce film, c'est le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin, tu vois. C'est un peu ça. C'est que, de ce que je me rappelle, c'est un mec qui est amoureux de Margot, mais qui est l'une de ses meilleures amies. Oui. Et, sa voisine depuis. Voilà, sa voisine. Il trouve des mots chez elle, parce qu'elle, c'est le genre de personne à cacher des mots un peu partout. Il pense que c'est pour lui, pour qu'il la retrouve, parce qu'elle a disparu. Et quand il la retrouve, elle dit non, j'ai juste mis ça pour ma mère. Voilà, je ressens rien pour toi, je suis pas amoureux de toi. C'est ça. En gros, retourne faire ta vie, parce qu'en fait. Mais c'est beau la vie, tu verras. Et il est en mode, t'as raison, Margot. Ah oui, au final, elle avait raison. Mais en gros, le film commence par du coup une sorte de nuit où il passe la dernière nuit dans laquelle il voit Margot, où il venge un peu toutes les vacheries qu'a pu faire les potes de Margot donc ensemble. Et après, elle se barre, et c'est là après vient le côté un peu plus enquête. On essaye de retrouver Margot, etc. Et qui se termine par un petit road trip à travers la côte est des États-Unis. Voilà. C'est mignon. Hein. Voilà, c'est marrant. Il y a des passages qui sont vraiment marrants, mais c'est vraiment mid, quoi.
je m'attendais pas à être estatique devant le film parce que je savais très clairement que j'allais être déçu et que le mois de... Du coup, je sais plus, je crois que c'est sorti en 2015. Ouais, donc le mois d'il y a 10 ans bientôt, waouh, ne se retrouverait pas devant le film. On est tous revenus 10 ans en arrière. Non, sauf Fred. Mais justement, c'est la réflexion que je me faisais. Vous deux, vous êtes allés sur des films de 2015. Toi, 2016. Moi, 2016. Et Fred, 2003. Mais il dit enfance. Moi, je suis allé en enfance. Non, mais t'as raison. T'as raison, nous on est allé en préadolescence au moment où on a commencé à se toucher la bite sur le cinéma. Oui, mais c'est vrai que c'est pas bête. Moi j'aurais pu prendre quoi je sais pas. Moi j'aurais dit que des classiques, moi, des films trop bien. C'est pas ma faute si j'avais bon goût, les gars. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais des films de ton adolescence, de ta quinzaine, quoi. Que voilà, t'es allé au cinéma à cette époque-là, t'es allé voir 3 films dans l'année. Moi j'ai commencé tard à aller au cinéma et je me rappelle moi de The Revenant. Ouais. Ouais, non, mais des trucs nuls, genre le labyrinthe, tu vois. Mais je sais très bien aujourd'hui que c'est de la merde. Percy Jackson. Non, ça, je suis pas allé voir. Jamais maté. Et juste petit truc que j'ai découvert, le réalisateur du film, du coup, La face cachée de Margot, c'est celui qui réalise Thunderbolts, qui va sortir le prochain Marvel, là. Donc, waouh! Il y a plein de films. Là, le mouvement sera peut-être cool. Il y aura peut-être des caméras en mouvement partout, je serais content. Waouh! Ça m'inspire que dalle, mais. Franchement, Thunderbolts. Il y a Florence Pugh. Tu sais que vraiment, genre, j'ai pas vu Black Widow. Et du coup, j'arrive pas à m'imaginer Florence Pugh dans du MCU. Ça lui va bien. Elle est assez lisse pour faire ça va. Non, ça lui va bien. Moi, je trouve que c'est cool. Okay. Ça a l'air vraiment sans intérêt, mais il y a Florence Pugh. Ouais, voilà. Le film a l'air sans intérêt, mais il y a Florence Pugh. Ouais, mais c'est la technique, du coup, qui va te faire aller le voir. Moi je pense que c'est même Florence Pugh n'ira pas me faire voir le film, tu vois. Sébastien Stan, putain, pourquoi tu fais encore du Marvel quand tu fais les trucs que tu fais à côté, c'est génial, quoi. Ouais. Putain, Sébastien Stan, il a plus de charisme en Donald Trump que dans le MCU, quoi. C'est une take. Bon, on sait donc que dans 2 semaines, ce sera toi, Julien, le détenteur de la carte Joker. Et donc, à qui donnes-tu le Joker? À Julien. Merde, putain, il est pas tombé dans mon piège. Hasard de dingue. Hasard. Waouh. Et c'est un hasard de dingue que l'émission se termine maintenant, les gars. Non. Voilà. C'est logique, c'est la fin du Joker. Voilà. Mais c'est aussi un hasard de dingue si vous pouvez retrouver toute l'émission sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Ouais, et c'est aussi un hasard de dingue que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur X. Ouais, c'est grave un hasard de dingue. Non, mais ça. c'est dingue, quand quoi. Hasard de dingue, vous êtes DCP. Et hasard de dingue, vous écoutez DCP. Et on va s'arrêter dans 2 semaines. Les gens. Dans 2 semaines. Salut.